Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode des Pages du Milieu, le dernier consacré au premier tome du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Cyril et Fix, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui c'est un plaisir particulier de vous retrouver. Ah bon ? Comment allez-vous ? Ça va très bien, et toi Julien ? Ça va très très bien. Salut à tout le monde d'ailleurs. Ouais, salut à tout le monde. Bah oui, c'est vrai, déjà, le dernier épisode pour ce livre en tout cas, ça passe à une vitesse incroyable franchement. Ça passe vite, oui. Ça fait 5-6 mois que nous avons commencé cette aventure et nous en sommes déjà là. Ouais, 21 épisodes plus le prologue, donc 22. Ouais, 22 épisodes, et puis en sachant que c'est quand même le plus gros livre de toute l'œuvre du Seigneur des Anneaux, même avec le Silmarillion, etc., c'est le livre le plus conséquent, donc ce sera le tome le plus long dans ce podcast. Donc, voilà. Je vous rappelle d'ailleurs, chers auditeurs, que nous sortirons bientôt une FAQ. Donc, dernière ligne droite pour poser vos questions par mail à l'adresse lespagesdumilieu@gmail.com ou sur nos réseaux Instagram ou Facebook. Nous en avons déjà reçu un certain nombre. Merci d'ailleurs à ceux qui nous ont envoyé des questions. Mais il n'y a jamais trop de questions, donc n'hésitez pas, ne soyez pas frileux à l'idée de nous en envoyer. Ça peut concerner le podcast, les coulisses du podcast ou des questions plus personnelles ou des questions sur l'œuvre de manière générale. Alors, pour ce dernier chapitre, relativement bref d'ailleurs, nous en profiterons pour faire un récap de ce premier livre, aborder l'un ou l'autre thème évoqué dans notre traversée, l'une ou l'autre théorie, causer de choses et d'autres, mais avant tout, place à la narration. Après avoir descendu le fleuve Anduin dernièrement, nous allons nous arrêter sur la rive ouest du lac Nen Ithoel, près de la tour d'observation d'Amon Hen. Ces terres seront bientôt témoins d'un rude combat, d'une mort tragique et héroïque, d'un enlèvement, du point de départ d'une poursuite acharnée, mais pour aujourd'hui, il s'agira surtout d'une confrontation entre le devoir et la tentation, et la fin de notre communauté telle que nous la connaissions jusqu'ici, bien qu'éternellement liée par l'amitié et l'amour. Alors sans plus attendre, plongeons-nous dans ce dernier chapitre, à la croisée des chemins. Chapitre 10, livre 2, la dissolution de la communauté. Aragorn les emmène sur la rive ouest, à l'ombre de Tol Brandir. Alors, Tol Brandir, c'est donc le pic rocheux au milieu de l'eau, qui divise la chute du Rhoros en deux. Donc, vous voyez un grand lac, avec la chute, l'Argonate d'un côté, et voilà, la chute est divisée en deux par un énorme pic rocheux. Okay. Une pelouse verte descend de l'Amon Hen. L'Amon Hen signifie la colline de la vue, est une petite colline surplombée d'une petite forteresse. On la voit d'ailleurs dans le film. C'est là qu'Aragorn retrouve Frodon après qu'il ait mis l'anneau pour échapper à Boromir. Donc si vous allez voir sur Google, vous allez d'office reconnaître... C'est l'endroit où il se fait attaquer par les Uruk-hai, là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est là où il sort son épée, il saute. C'est là où il saute. Et il en fait tomber magnifique. un. Donc voilà, ça c'est la colline de la vue, et en fait c'est opposé à l'Amon Lau, qui est la colline de l'Ouï qui est en face. Donc les deux berges du lac... Nen Ithoel. Comment tu dis ? Nen Ithoel. Ah, merci. Voilà, ce sont des petites collines avec des petites constructions. Un endroit rêvé pour faire un pique-nique ou pour s'accrocher à une bûche et se laisser porter au gré de l'eau. Nous allons nous reposer ici ce soir, dit Aragorn. C'est la pelouse de Pars Galen, un bel endroit les jours d'été au temps jadis. Espérons qu'aucun mal n'est encore venu ici. Ils remontent leur barque et établissent un campement. Aucun bruit des ennemis, ni de Gollum d'ailleurs. Aragorn est néanmoins agité. Il se réveille et va vers Frodon. Il sent une menace et veut savoir ce que dit Dar, l'épée de Frodon. Les bords de celle-ci luisent légèrement. Ah, peut-être ne sont-ils pas de ce côté du fleuve. L'éclat de Dar est faible, et il ne peut s'agir que d'espions du Mordor. Frodon se réveille devant un spectacle à la fois grandiose et lugubre. Le soleil frappe la cime des arbres à tel point que le jour ressemble déjà à un brasier fumant. Le sommet de Tol Brandir est couronné d'or. Ses côtés à pic montrent de grands rochers gris inaccessibles et des arbres s'essayent à escalader sur les pentes abruptes du rocher. Après le repas, Aragorn rassemble la compagnie. Le jour est enfin venu. Le jour du choix longtemps différé. Qu'adviendra-t-il de notre compagnie, elle qui a voyagé si loin dans la fraternité ? Irons-nous vers l'ouest avec Boromir aux guerres du Gondor, ou marcherons-nous vers l'est, vers la peur et l'ombre ? Ou briserons-nous notre fraternité, laissant chacun libre d'aller où il voudra ? Quoi que nous fassions, il faut faire vite. Nous ne pouvons nous arrêter longtemps ici. L'ennemi est sur la rive orientale, nous le savons, mais je crains que les orques n'aient déjà traversé de ce côté-ci de l'eau. Personne n'ose reprendre la parole, à tel point qu'Aragorn se tourne vers Frodon. C'est encore à lui que reviendra le choix. Il dit même
Tel est votre destin. Ouais, ça, c'est petite. Encore une fois, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce chapitre, c'est tout le temps mentionné, quoi. Mais sans cesse, ça n'arrête plus. Mais là, c'est Ouais. Tolkien est lancé. Là, le destin. Il a même plus besoin de développer. Juste, il tape le mot destin une fois dans chaque chapitre. Parce C'est que un vous pensez peu peut-être que c'est moi qui suis obsédé par ce concept, hein, mais je vous promets. C'est un peu le destin du destin. Et oui, c'est le destinception. Frodon attend un peu, puis parle lentement. Je sais qu'il faut faire vite, mais je n'arrive pas à choisir. C'est un lourd fardeau. Donnez-moi 1 heure encore et je parlerai. Laissez-moi seul. Il s'assied et réfléchit alors que Sam l'observe. Bon, c'est clair comme de l'eau de roche, mais c'est pas Sam Gamgee qui irait s'en mêler pour le moment. Frodon se lève alors et s'éloigne, suivi d'un regard attentif par un certain Boromir. Le hobbit marche jusqu'à un chemin, vestige d'une route de l'ancien temps. Il arrive sur une belle pelouse orientée est, avec au milieu une grande pierre. Il s'assied sur celle-ci et observe Tolbrandir, son menton entre ses mains, le regard vague. Soudain, il sort de sa méditation avec l'étrange impression de ne pas être seul. Roulement de tambour. Boromir, notre cher Boromir, observe un peu comme un prédateur. Stalker, encore une Coucou, fois. toi. J'avais peur pour vous, Frodon, dit-il en s'avançant. Si Aragorn a raison et qu'il y a des orques aux alentours, aucun de nous ne devrait errer seul. Vous encore moins. Tant de choses dépendent de vous. Et j'ai le cœur trop lourd. Puis-je rester et vous parler un peu maintenant que je vous ai trouvé ? Ce serait pour moi un peu de réconfort. Quand les voix sont nombreuses, tout propos devient un débat sans fin, mais à 2, peut-être est-ce possible de trouver la sagesse ? Dans le bruit du Rhoros, Frodon déclina. Il a peur. Peur de faire le choix qui lui incombe. Boromir vient s'asseoir à ses côtés. Êtes-vous sûr de ne pas souffrir inutilement ? Je souhaite vous aider. Votre choix est difficile, il faut vous donner conseil. N'accepterez-vous pas le mien ? Je crois savoir quel conseil vous me donneriez, Boromir, et ça paraîtrait sage s'il n'était la mise en garde de mon cœur. La mise en garde ? Contre quoi ? Contre les faux fouillants, contre la voie de la facilité, contre le refus du fardeau qui m'est échu, contre, puisqu'il faut le dire, contre le fait de s'en remettre à la force et à la loyauté des hommes. Pourtant, cette force vous a longtemps protégé à votre insu, là-bas, dans votre petit pays. Oh, je ne doute pas de la valeur de votre peuple, mais le monde change. Les murs de Minas Tirith sont peut-être forts, mais ils ne le sont pas assez. S'ils cèdent, qu'arrivera-t-il alors ? Nous tomberons vaillamment au combat. Mais on peut encore espérer qu'ils tiendront. Pas tant que l'anneau subsiste, dit Frodon. Ah, l'anneau, dit Boromir, et ses yeux s'allumèrent. L'anneau ? Oh, n'est-il pas ironique que nous éprouvions tant de peur et de doute pour une si petite chose ? Une si petite chose. Et je ne l'ai vu qu'un instant dans la maison d'Elrond. Serait-ce trop vous demander de me le montrer encore une fois ? Frodon leva les yeux, son cœur se glaça soudain. Il aperçut l'étrange lueur dans le regard de Boromir alors que son visage demeurait amical et bienveillant. « Il vaut mieux qu'elle reste cachée, » répondit-il. « Oh, comme vous voudrez, je n'en ai cure. Mais ne puis-je même pas en parler ? Car vous ne faites jamais qu'imaginer son pouvoir entre les mains de l'ennemi, ses mauvais usages et non son bon emploi. Le monde change, dites-vous. Minas Tirith tombera si l'anneau subsiste. Mais pourquoi ? Si l'anneau était chez l'ennemi, certes, mais pourquoi s'il était avec nous ? N'avez-vous pas assisté au conseil ? Parce que nous pouvons nous en servir, et que tout ce que l'on en fait aboutit au mal. Boromir se leva et se mit à arpenter la pelouse avec impatience. « Ah, si vous continuez, s'écria-t-il. Gandalf, Elrond, tous ces gens vous ont appris à dire cela. En ce qui les concerne, il se peut qu'ils aient raison. Ces elfes, ces semi-elfes et ces magiciens, il finirait par leur arriver malheur, peut-être. Pourtant, il m'arrive souvent de me demander s'ils sont sages ou simplement timorés. Mais à chacun sa manière. Les hommes au cœur fidèle, eux, ne seront pas corrompus. Nous autres de Minas Tirith sommes restés loyaux durant de longues années d'épreuves. Nous ne désirons pas la puissance des seigneurs magiciens, seulement la force de nous défendre, pour une juste cause. Et voici qu'au moment critique, le hasard met au jour l'anneau de pouvoir. C'est un cadeau, dis-je, un cadeau aux ennemis de Mordor. C'est folie de ne pas s'en servir, se servir du pouvoir de l'ennemi contre lui-même. Les intrépides, les sans pitié, eux seuls remporteront la victoire. Que ne pourrait un guerrier en cette occasion ? Un meneur d'hommes ? Que ne pourrait Aragorn, ou s'il refuse, pourquoi pas Boromir ? L'anneau me donnerait un pouvoir de commandement. Oh, comme je repousserais les armées du Mordor, et tous les hommes afflueraient sous mon drapeau. Boromir allait et venait, parlant de plus en plus fort. Il semblait presque avoir oublié Frodon, discourant sur les murailles et l'armement, et sur le rassemblement des hommes. Boromir s'écrie. « Et on nous dit de jeter cet anneau !»
Le seul plan qui nous est proposé est qu'un semi-homme pénètre à l'aveuglette en Mordor, offrant toute chance à l'ennemi de récupérer l'anneau pour son propre compte. Ne voyez-vous pas que c'est folie ? Vous croyez parler sagement, Boromir, mais mon cœur me met en garde. Les yeux brillants et le visage ardent, Boromir lui répond ceci. En garde ? Contre quoi ? Nous avons tous peur, mais laisser cette peur nous guider détruirait l'espoir qu'il nous reste. Laissez-moi vous aider. Il y a d'autres moyens, Frodon. D'autres chemins à emprunter. Vous vous méprenez, Boromir. Il n'y a pas d'autre moyen. Boromir pose la main sur l'épaule du hobbit en un geste qui se voudrait amical, mais Frodon la sent trembler d'excitation. Il s'écarte vivement et regarde avec inquiétude cet homme au moins 2 fois plus grand et plus fort que lui. Pourquoi reculez-vous ? Je ne suis pas un voleur. Vous n'êtes pas vous-même. Je ne requiers que la force de défendre mon peuple. Si vous acceptez de me prêter l'anneau m'a été confié à moi seul. Pauvre fou ! L'anneau n'est à vous que par un malheureux hasard. Quelle chance croyez-vous donc avoir ? Ils vous trouveront, ils prendront l'anneau, et vous les supplierez de vous achever sans attendre. Donnez-le-moi ! Frodon ne répond rien, mais continue de prendre ses distances. Le ton de Boromir change soudainement et adopte un ton particulièrement doucereux. Allons, mon ami. Pourquoi ne pas vous en débarrasser ? Pourquoi ne pas vous libérer de vos doutes et de votre peur ? Vous pouvez rejeter la responsabilité sur moi si vous le voulez. Vous pourrez dire que j'étais trop fort et que je l'ai pris par contrainte. Car je suis trop fort pour vous, semi-homme ! Il saute tout à coup sur Frodon, son beau et agréable visage hideusement changé, et ses yeux abritant maintenant une fureur ardente. Frodon l'esquive de justesse et en dernier recours, tire l'anneau du bout de la chaîne pour le glisser à son doigt, au moment même où Boromir bondit à nouveau sur lui. L'homme a le souffle coupé, les yeux ahuris lorsque Frodon disparaît devant lui. Il se met alors à le chercher frénétiquement entre rochers et arbres. « Je vois clair en vous. Vous voulez donner l'anneau à Sauron. Vous allez nous trahir. Vous courez à votre perte, à notre perte à tous. Soyez maudits, vous et tous les semi-hommes. Ah !» Trébuchant à ce moment sur une pierre, il tombe au sol et reste face contre terre. Pendant un moment, il demeure immobile, puis il se met à pleurer. « Qu'ai-je fait ? Frodon, pitié ! Revenez, Frodon ! Pardonnez-moi, Frodon !» Mais Frodon n'entend pas ses appels, il est déjà loin. Secoué de terreur et de chagrin, il a couru sans s'arrêter, hanté par la figure démente de Boromir et ses yeux brûlants. Il débouche bientôt seul sur le sommet de l'Amon Hen, où il s'arrête, haletant. À travers le voile du monde des ombres dans lequel il se trouve, il voit un large cercle plat, pavé de grandes dalles et entouré d'un parapet écroulé, et au centre, monté sur 4 piliers sculptés, un haut siège atteignable par un escalier. Il monte et s'assied dans l'antique fauteuil, avec l'impression d'être un enfant perdu qui aurait grimpé sur le trône des rois de la montagne. Au début, il ne voit pas grand-chose, mais rapidement, sa vision change. Progressivement, la brume cède pour laisser place à de nombreuses images, petites, éloignées et proches à la fois. Il se voit lui-même, assis sur le siège de la vue, sur l'Amon Hen, de vastes terres à l'est non portées sur la carte, des plaines sans nom, des forêts inexplorées, le grand fleuve au nord, les monts brumeux, les plaines du Rohan à l'ouest, la tour d'Orthanc, la cime de l'Isengard, les chutes de Rauros, le delta du fleuve Anduin, et des myriades d'oiseaux de mer qui tournoyaient comme une poussière blanche dans le soleil, et en dessous, une mer vert et argent, ridée de lignes sans fin. Mais partout où il regarde, il voit les horreurs de la guerre. Les monts brumeux grouillent comme des fourmilières d'orques qui sortent de 1000 trous. Sous les branches de la forêt noire se déroule une lutte mortelle entre elfes, hommes et bêtes féroces. Le pays des Béornides est en flammes, un nuage sombre surplombe la Moria, la fumée s'élève aux frontières de la Lorienne, des cavaliers galopent sur l'herbe du Rohan, des loups se déversent de l'Isengard, des havres du Harad, des navires de guerre prennent la mer, et de l'est, des hommes viennent sans fin, porteurs d'épées, de lances, d'arcs sur des chevaux, chars de guerre et fourgons chargés. Toute la puissance du Seigneur ténébreux est en mouvement. Se tournant ensuite de nouveau vers le sud, il voit Minas Tirith. Bien que d'apparence majestueuse, indestructible et fière, face à elle se dresse une autre forteresse, plus grande et plus puissante encore. Sa vision s'accélère. Il traverse les ponts d'Osgiliath ruinés, la vallée de Minas Morgul, les plaines de Gorgoroth, le pays du Mordor, la montagne du destin, et arrive à Barad-dûr, la forteresse du Seigneur Noir. Il sent à présent l'œil, le grand œil, sans paupières, nimbé de flammes. Tout espoir l'abandonne.
l'œil sait que le porteur observe. Comme une force invisible dotée d'une volonté ardente et féroce, cette force bondit vers lui, tel un doigt cherchant à marquer la position du hobbit sur une carte. Bientôt, ce doigt saura très précisément où il se trouve. Il touche la Monlo, jette un regard sur Tolbrandir. Frodon saute à bas du siège, se couvre la tête de son capuchon et s'entend crier « Jamais ! Jamais !» Ou bien, crie-t-il plutôt « Je viens à vous !» Il ne sait le dire. Au même instant, comme un éclair venu de quelque autre pointe de pouvoir, apparaît une autre pensée. « Retire-le ! Retire l'anneau !» Les deux pouvoirs luttent en lui, durant un moment, en parfait équilibre, puis il reprend soudain conscience de lui-même, libre de choisir, avec un seul instant pour le faire. Il retire l'anneau de son doigt. Agenouillé devant le siège d'observation, il a à peine le temps de voir une ombre passer au-dessus de lui, que le ciel redevient clair et l'air pur. Frodon se relève, fatigué, mais désormais déterminé quant à la suite de sa quête. Je dois partir, seul. L'anneau les détruira tous l'un après l'autre si je reste. Cela a déjà commencé. Je partirai seul, sur le champ. J'espère qu'Aragorn veillera sur Sam. Je ne suis pas sûr qu'il comprenne. Il descend à la hâte pour revenir où Boromir l'avait trouvé. Il croit entendre des cris et des appels venus des bois, et suppose que ses compagnons sont à sa recherche. Il sort lentement l'anneau, le repasse à son doigt pour disparaître, quitter ses compagnons le plus discrètement possible, et ainsi Frodon dévale la colline, le cœur déchiré de ne pouvoir dire adieu à ses amis. Le reste de la compagnie demeure longtemps près du fleuve. D'abord silencieuse, mais nerveuse, ils sont tous à présent assis en cercle et parlent de leur longue route, leurs aventures, posent des questions à Aragorn sur le Gondor et ses légendes, mais aussi sur l'inquiétant pays de l'Emin-Muil qui les attend. Toutes leurs discussions reviennent systématiquement à une question. Quel sera le choix de Frodon ? Quelle route veut-il emprunter ? Il cherche sans doute à déterminer quelle est la solution la plus affreuse, dit Aragorn. Et il y a de quoi faire. Il est maintenant désespéré, même pour la compagnie, d'aller vers l'Est, puisque, suivi par Gollum, nous devons craindre que le secret de notre voyage ne soit déjà trahi. Et en même temps, Minas Tirith n'est pas plus proche du feu et de la destruction du fardeau. On peut tenir tête au Mordor depuis la Cité Blanche, mais même Denethor et ses hommes ne pourront venir à bout du pouvoir de Sauron. Nous ne ferions que retarder l'inévitable. Quelle voie choisirait n'importe lequel d'entre nous s'il se trouve à la place de Frodon ? Je n'en sais rien. Si seulement Gandalf pouvait nous aider. « Pourquoi ne pouvons-nous pas décider et ainsi aider Frodon ?» demande Legolas. « Rappelons-le, et votons. Moi, je serai pour Minas Tirith. »« Moi aussi, » dit Gimli. « Nous n'avons été envoyés, bien sûr, que pour aider le porteur sur sa route. Le départ de la Lothlorien a été très dur, mais je suis venu jusqu'ici et je le déclare. Maintenant que nous sommes devant l'ultime choix, il m'est clair que je ne puis quitter Frodon. Je choisirai Minas Tirith, mais si lui ne le fait pas, je le suivrai tout de même. »« Moi aussi, j'irai avec lui, » dit Legolas. Il serait déloyal de lui dire maintenant adieu. Ce serait certes une trahison de l'abandonner tous, dit Aragorn. Mais s'il va vers l'Est, tous n'auront pas besoin d'aller avec lui. Je crois même que nous ne devrions pas. C'est une mission désespérée, autant pour 8 que pour 3, ou 2, ou un seul. Si vous me laissez choisir, je désignerai 3 compagnons. Sam, qui ne pourrait supporter qu'il en fût autrement, Gimli et moi-même. Boromir regagnera sa propre cité où son père et les siens ont besoin de lui, et avec lui devraient s'en aller les autres, ou au moins Meriadoc et Peregrine, si Legolas n'est pas disposé à nous quitter. « Sauf votre respect, » dit Sam, « je crois que vous ne comprenez pas du tout mon maître. Il n'hésite pas sur la direction à prendre. À quoi bon Minas Tirith de toute façon ? Bah pour lui, je veux dire, sauf votre respect, monsieur Boromir. » En se retournant vers le Gondorien, tous se rendent compte que Boromir, qui était d'abord assis en silence à l'extérieur du cercle, avait maintenant disparu. C'est curieux, ce choix d'Aragorn de proposer à Gimli et à Sam d'accompagner Frodon avec lui. C'est marrant comme équipé. Ouais. Alors pourquoi choisir ? Parce que jusqu'ici, dans l'aventure, Legolas s'est quand même révélé bien plus utile que Gimli. Soyons clairs quand même. Legolas a pu les sortir, par exemple sur... La nuit d'avant, d'ailleurs. La nuit d'avant, et puis aussi dans la neige, il a la capacité de marcher au-dessus. Gimli, sa vision, son ouïe, ouais. Alors pourquoi Gimli ? C'est curieux, je trouve. Peut-être une certaine robustesse des nains. Je ne sais pas si c'est aussi par rapport au passif qu'il y a entre Sauron et les différentes races.
vu que les nains ont été abusés par le Seigneur des Ténèbres, et du coup, En soi, les ils sont elfes totalement aussi. hermétiques. Les elfes Ouais, c'est aussi, vrai. d'une certaine manière, mais Sauron ne s'est-il pas lui-même déguisé en elfe à une époque? Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est vrai, je sais pas. Peut-être que c'est du hasard simplement, hein, mais. Ou peut-être parce que Gimli est le premier à exprimer sa loyauté vis-à-vis de Frodon. Mais pourquoi pas, du coup, à la limite, prendre Legolas en plus, laisser Boromir aller à Minas Tirith, Bah, c'est ce qu'il et dit. Hein. avec les hobbits, et faire juste Sam, Frodon, Aragorn, Gimli, Legolas. Ouais, et pourtant il laisse partir Legolas. Ouais, c'est vrai, c'est étrange. Peut-être parce peut-être qu'il Il est compte sur jaloux. Legolas pour accompagner Pipin et Merry. Ah ouais. Oui, je pensais ça pour pas que Boromir soit seul. Ouais. Et parce qu'il compte peut-être renouer des liens d'amitié avec Gimli, qui s'est fait accaparer par Legolas Ouais, ces peut-être qu'il est jaloux. derniers jours. Il veut séparer la team. Ouais, c'est ça. Oula, ça me va pas ça. Moi, je veux bien les Gimli. Non, toi, tu vas avec Boromir, c'est Allez, bon. hop. C'est moi qui décide. Hein. Et toi, Gimli, comment tu vas hein Aragorn, chef d'équipe. Et ce que je trouve aussi curieux dans ce... Bon, alors, la scène est magistrale, évidemment, entre Boromir et Frodon. Mais, alors, bon, Frodon met cet anneau, arrive à voir, donc à des visions, encore une fois, pour le coup, assez précises, encore plus précises que d'habitude même, et même plus vastes. Mais donc, il se rapproche du Seigneur ténébreux, il se rapproche de Sauron, il a ce moment où il est presque entre le désir d'aller vers Sauron et le désir d'enlever l'anneau, il arrive à retirer l'anneau, et quelques secondes plus tard, il remet l'anneau. J'ai trouvé ça très étonnant aussi quand je l'ai lu. C'est C'est comme si tu venais de te taper la pire overdose de ta vie, et le lendemain, t'es là, ouais, juste un petit fixe comme ça. Parce Bah, que ça va attends, m'aider. c'était sérieux là Ouais, c'est curieux. Et ça a l'air d'aller après, du coup. Mhm. C'est juste, je sais pas pourquoi, quand il se trouve. Peut-être que c'est parce qu'il se trouve au-dessus de cette tour-là, enfin, sur cette colline. Il est plus visible, ouais. Ouais. Qu'il Il se potentiellement. rapproche aussi du Mordor, quand même à grands pas. Là, on est vraiment pas loin. Hein. Oui, je sais, mais pourquoi est-ce que là, il a des visions de Sauron quand il met l'anneau, et pourquoi juste après, quand il décide de remettre l'anneau, il n'a plus rien il a plus de vision. C'est certainement lié effectivement à sa position sur la tour de la vue. Ouais. C'est comme les cookies, hein, c'est la première fois que tu ouvres le site, tu les as, puis après ça va, ça va mieux. Ouais, non, voilà, curieux. Curieux. Je pensais également à ces visions qu'il a. Je trouve que c'est un peu doublon avec les visions que Pipin a dans le Palantir. Ces visions de terre dévastée, ou c'est le qu'Aragorn a aussi en tout cas dans les films. Je Qu'il ne a me aussi rappelle plus de ce toute façon, passage-là dans le livre. dans le miroir de Galadriel, il a aussi des Oui, c'est visions vrai. de cet ordre-là. C'est une redite. Et là, qu'est-ce qu'il a eu? Donc, il a allé à Minas Bah là, en fait, il a vu un peu tous les lieux principaux voyager, traverser, tous les endroits principaux dans la guerre contre Sauron. Mais en guerre, du coup, et potentiellement en Il a vu défaite. les batailles, etc. Il a vu le plan de Sauron d'une certaine manière, ou ce que Sauron imagine va arriver lorsqu'il aura trouvé son anneau. Bon, où est-ce qu'il est passé, s'écrie Sam. Il est un peu bizarre depuis quelque temps, m'est avis. Mais, de toute façon, c'est pas son affaire. Il rentre chez lui comme il l'a toujours dit. Pas de quoi lui en vouloir. Mais Monsieur Frodon, il sait qu'il doit trouver les failles du destin, s'il en est capable. Mais il a peur. Maintenant qu'on y est, il est tout bonnement épouvanté. C'est ça son problème. Naturellement, il a pris de la graine, si on peut dire, comme nous tous, depuis qu'on a quitté la maison. Autrement, il aurait si peur qu'il se contenterait de jeter l'anneau dans le fleuve et de partir en courant. Mais il est encore trop effrayé pour se mettre en route. Il se soucie pas de nous non plus. Savoir si on l'accompagnera ou pas. Il sait qu'on en a l'intention. Voilà une autre chose qui l'agace. S'il se met dans la tête de partir, il va vouloir partir seul. Vous pouvez me croire. On va avoir des ennuis quand il va revenir. Parce qu'il va se mettre ça dans la tête. Aussi vrai qu'il s'appelle Saquet. Sam qui est toujours très perspicace. Bah, il est lucide pour le Ouais. coup. Il a tellement gagné, je trouve, en lucidité, en clairvoyance. Bah, il le connaît bien, son Frodon. Bah, surtout Ça depuis. va aller encore plus par la suite. Ouais, Je trouve que depuis le moment. Est-ce que c'est depuis les Galgal, ou je pense que c'est plutôt depuis le moment où Frodon est poignardé et où ils arrivent à Foncombe. Je trouve qu'il a vraiment. En un coup, il y a un gap qui a été passé. Ouais, il Il a gagné en bagou, notre Sam. il Ouais. comprend très vite que c'est Gollum qui les suit, etc. Mhm. Il a quand même Il a oublié ses sa livres. corde. Hein. Moi, je dis ça. Je pense que vous parlez plus sagement qu'aucun d'entre nous, Sam, dit Aragorn. Il est d'accord avec nous. Hein. Et qu'allons-nous faire s'il s'avère que vous avez raison? Mais l'arrêtez, ne pas le laisser partir, s'écrie alors Pipin. Je ne suis pas sûr, dit Aragorn. C'est lui le porteur, et le sort du fardeau est sur ses épaules. Je ne crois pas que ce soit notre rôle de le diriger d'un côté ou de l'autre. Je ne crois pas non plus que nous réussirions si nous essayons. Il y a d'autres pouvoirs à l'œuvre, beaucoup plus puissants. Mais la matinée touche à sa fin. Il s'apprête à aller chercher Frodon quand Boromir réapparaît.
Il sort d'entre les arbres et marche vers eux, sans rien dire. Son visage est sombre et triste. Il s'arrête comme pour compter les personnes présentes, puis il s'assied à l'écart, les yeux rivés au sol. Aragorn lui demande où il était, et s'il a vu Frodon. Boromir hésite alors une seconde. « Oui et non, répond-il lentement. Je l'ai trouvé un peu plus haut, sur la colline, et je lui ai parlé. J'ai voulu le convaincre de venir avec moi à Minas Tirith et de ne pas partir vers l'est. Je me suis fâché et il m'a quitté. Il a disparu. C'est la première fois que je voyais une telle chose, quoique je l'ai entendu dire dans les contes. Il a dû mettre l'anneau, je n'ai pas pu le retrouver, je croyais qu'il viendrait à vous. » Aragorn pose un regard sévère sur Boromir et lui demande si c'est tout ce qu'il a à dire. Boromir acquiesce. Sam bondit alors. « C'est grave ! Je sais pas ce que cet homme a pu fabriquer. Qu'est-ce qui a poussé M. Frodon à le mettre ? Il n'aurait pas dû. Et s'il l'a fait, qu'est-ce qui a pu se passer ?» Aragorn demande alors à Boromir quand est-ce qu'il a vu Frodon pour la dernière fois. « Environ une demi-heure, répond-il. Ou peut-être une heure, j'ai marché quelque temps depuis. Je sais pas. Sam, affolé, s'écrie qu'il faut le retrouver tout de suite. Et il se met à courir vers le bois. Aragorn essaie de le retenir, mais en vain. Merry et Pippin imitent alors Sam et disparaissent bientôt vers l'ouest, dans les arbres près de la rive, criant « Frodon, Frodon !» de leur voix de hobbit au perché. « Frodon, Frodon !» Legolas et Gimli se mettent à courir à leur tour. Une sorte de panique ou de folie soudaine semble s'emparer de la compagnie. « Nous allons tous nous disperser et nous perdre, grogne Aragorn. Boromir, je ne sais quel rôle vous avez joué dans ce fâcheux incident, mais aidez-moi maintenant. Suivez ces 2 jeunes hobbits et protégez-les au moins. Même si vous ne trouvez pas Frodon. Revenez ici même si vous le trouvez, lui ou le moindre signe de lui. Je serai de retour bientôt. » Et voilà comment Aragorn donne la mission à Boromir qui va lui coûter sa vie. Bah oui, en demandant à Boromir de protéger Pippin et Merry. C'est vrai qu'il n'y a pas le même lien entre Boromir et les hobbits dans le livre que dans le film. Non. Car dans le film, on voit très vite, après leur départ de Foncombe, qu'il y a déjà quelque chose qui se tisse entre Boromir et les hobbits, sans que ce soit une mission qui lui est confiée, et qu'il les défend naturellement, parce que c'est ses 2 potes, quoi. Après, je crois qu'à ce moment-là, Boromir, il s'en veut beaucoup pour ce qu'il s'est passé avec Frodon. Ouais. Et je pense qu'il va avoir une sorte de dette, quoi. Ah, de toute façon. Truc, Comme Isildur s'est repenti après avoir perdu l'anneau. Il s'est repenti pendant 5 secondes avant de se faire Oui, embrocher. mais il s'est quand même vraiment repenti. Enfin, en fait, c'est même pas qu'il s'est repenti, c'est juste que tu as cette puissance de l'anneau qui te corrompt, et en fait, quand il parle l'anneau, il fait « Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer ?» en fait, tu vois, genre... c'est la grosse descente, le retour à la réalité. Et je pense que Boromir a la même chose, contrairement à Galadriel qui se teste plus ou moins elle-même. Là, c'est juste... En fait, ça devient trop fort, il tombe dans une espèce de corruption, et puis quand il rouvre les yeux, entre guillemets, enfin voilà, quand il revient à lui, et je crois que t'as vraiment ce truc, t'as la grosse gueule de bois, quand t'es en mode merde, qu'est-ce que j'ai foutu avec Frodon. Je crois que c'est plus fort que lui, quoi, ça. Bah oui, c'est ça, et je pense que du coup, cette mission que Aragorn lui confie, il va la prendre à bras le cœur aussi pour ça, quoi. Bon, après, c'est quelqu'un d'honneur, c'est un homme d'honneur. Hein. Enfin, on a une vision un peu de Boromir qui peut être un peu mauvaise, puisqu'on sait que c'est le premier qui craque face à la puissance de l'anneau dans la communauté, mais en même temps, qui ne craquerait pas face à l'anneau, et ça reste un homme vaillant, un homme d'honneur, un homme du Gondor. Oui, il ne veut pas prendre l'anneau pour lui, c'est en ça aussi qu'il est d'une certaine façon excusable, ou que son acte est compréhensible. Il ne le veut pas pour lui-même, il le veut pour sauver sa cité, pour sauver Minas Tirith. Ouais, après, c'est la justification qu'il donne tous au départ. Oui. Je pense que ça, c'est... Mais c'est justement, c'est même celle que Gandalf dit, à travers l'anneau, tes désirs les plus profonds, tu vas accomplir tes désirs les plus profonds. Lui, c'est protéger Minas Tirith, mais même si tes intentions sont les meilleures de base, tu vas être corrompu et ton action va échouer. Moi je pense qu'il veut vraiment protéger Minas Tirith avec l'anneau, mais je pense évidemment qu'à partir d'un moment, ça se confond en fait avec le pouvoir de l'anneau. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est à moitié vrai, à moitié une excuse. En tout cas, pendant la discussion avec Frodon, je ne crois pas que ces raisons-là cache le fait qu'en fait il veut posséder l'anneau. Mais même dans sa discussion avec Frodon, dans son petit pétage de câble, là, il parle de ça, il parle du fait que lui, il amènerait les troupes à la victoire, qu'il défendrait Minas Tirith, et de manière générale, il a toujours ce truc d'homme d'honneur qui, je pense, est sincère, et tu vois, il défend le Rohan,
Enfin voilà, je trouve quand même. Oui, évidemment, il est corrompu en premier, si on peut dire ça comme ça, mais Boromir reste une figure très vaillante, très importante, très honorable. Voilà, premier fils héritier de l'intendant du Gondor actuel. Et d'ailleurs, je trouve que ça se marque assez dans sa relation avec Aragorn, parce que il accepte complètement l'autorité d'Aragorn très vite, simplement pour question de rang, en sachant que c'est l'héritier des Isildur, il se laisse complètement faire par Aragorn, et ça marque justement son respect de la hiérarchie au Gondor, qui est grande chez lui, quoi. Ouais. Bon, après, il y a aussi, comme tu disais, les désirs, ces désirs les plus fous vont se réaliser avec l'anneau. Il parle quand même d'amener les troupes à la victoire, d'être un commandant, etc. Là, tu vois que la vanité commence un peu à arriver, etc. Mais c'est clair qu'il propose d'abord l'anneau à Aragorn, entre guillemets. Il dit qu'est-ce que ferait Aragorn avec cet anneau, quoi. Ouais. Aragorn s'élance d'un bond à la poursuite de Sam. Il le rattrape bientôt et l'invite à venir avec lui car il sent que quelque chose de fâcheux se prépare. Il pense que personne ne doit rester seul. Il décide de monter au siège de l'Amon Hen et bientôt trouve des traces de Frodon. Il se met alors à courir en les pistant. Sam fait de son mieux, mais il n'a pas les jambes d'un coureur, encore moins celles d'un rôdeur, encore moins celles d'un roi même, et il est bientôt distancé. Aragorn disparaît devant lui et il s'arrête en soufflant. Soudain, il se tape le front. « Oh là, Sam Gamgee! Tes jambes sont trop courtes, alors serre-toi de ta tête !» Il se met à réfléchir. Frodon a eu vraiment peur de quelque chose. Il a décidé de partir, mais où ? Vers l'est. Pas sans son Sam. Si, même sans lui. Ça c'est dur. C'est trop dur. Sam se passe la main sur les yeux, essuyant ses larmes. Il se maîtrise et garde son calme. Il s'efforce de réfléchir encore. Frodon ne peut pas voler au-dessus de l'eau, ni sauter par-dessus les chutes. Il n'a pas d'équipement. Alors, il doit retourner au bateau. Au bateau, au bateau, Sam! Comme l'éclair! Sam tourne les talons et descend le sentier à toutes jambes. Il tombe et s'ouvre les genoux sur une pierre. Il se relève et court de plus belle. Il arrive près de la rive où les bateaux avaient été remontés. Il n'y a personne. Des cris semblent monter des bois derrière lui, mais il n'y fait pas attention. Il reste un moment planté là, les yeux écarquillés, la bouche béante. Mais là, non loin dans l'eau, une barque descend toute seule sur la rive. Avec un cri, Sam traverse la pelouse en courant. La barque glisse dans l'eau. Sam hurle « J'arrive, monsieur Frodon, j'arrive !» Il saute de la berge pour attraper la barque qui part. Il la rate d'au moins 3 pieds. Avec un cri et un plouf, il tombe la tête la première dans l'eau, vive et profonde. Et dans un gargouillis, il se met à couler. Un cri de détresse monte de la barque vide. Cette dernière vire de bord et Frodon arrive juste à temps pour agripper Sam par les cheveux. De sa main invisible, il arrive à hisser la tête de Sam hors de l'eau. Et en quelques coups de pagaie, il ramène l'embarcation près de la berge, ce qui permet à Sam de sortir entièrement du fleuve. Frodon retire alors l'anneau et met pied à terre. « De tous les fichus enquiquineurs, Sam, tu es le pire, dit-il. « Oh, monsieur Frodon, c'est dur de me dire ça, répond Sam, frissonnant. C'est dur d'essayer de partir sans moi comme ça. Si je n'avais pas bien deviné, où est-ce que vous seriez maintenant ? En route, tranquillement. Tranquillement, s'écrie Sam. Tout seul, sans que je puisse vous aider. J'aurais pas pu le supporter. Ça aurait été ma mort. Ce serait ta mort à coup sûr si tu m'accompagnes, dit Frodon. Je ne pourrais pas supporter cela. Pas aussi sûr que si j'étais laissé ici, dit Sam. Mais je vais au Mordor. Ça, je le sais bien, monsieur Frodon. C'est bien sûr. Et je viens avec vous. Allons, Sam, dit Frodon. Ne me retarde pas. Les autres vont revenir d'une minute à l'autre. S'ils m'attrapent ici, je vais devoir argumenter et me justifier, et je n'aurai jamais le cœur ou la chance de m'en aller. Mais je dois partir tout de suite. C'est le seul moyen. C'est bien sûr, répond Sam. Mais pas tout seul. Je viens avec vous. Ou alors on n'ira pas ni l'un ni l'autre. Je vais défoncer tous les bateaux avant. Frodon se met alors à rire. Une joie soudaine lui réchauffe le cœur. Il se rend compte qu'il ne pourra pas se débarrasser de Sam. Mais Sam ne peut pas le suivre ainsi sans vivre ni équipement. Ce dernier se détourne rapidement au campement. Il extirpe son bagage de la pile que Frodon avait faite. Il saisit une couverture de rechange et quelques paquets de nourriture en plus et revient vite à Frodon en courant. « Alors, tout mon plan est à l'eau, dit Frodon. Il n'y a pas moyen de t'échapper, hein. Mais je suis content, Sam. Je peux pas te dire à quel point. Allons, viens. De toute évidence, nous étions destinés à partir ensemble. » Destinés. Destinés. Voilà. Nous étions destinés à partir ensemble. Nous irons, et puissent les autres trouver un chemin sûr. Le rôdeur veillera sur eux. Nous ne le reverrons pas, j'imagine. Oh, peut-être que si, monsieur Frodon. Peut-être que si. Ainsi,
Frodon et Sam entreprennent ensemble la dernière étape de la quête. Frodon les éloigne de la rive en quelques coups de pagaie, puis le fleuve les emporte rapidement sur le bras occidental. Le grondement des hautes chutes approche. Même avec l'aide que Sam est en mesure d'apporter, ils ont peine à traverser le courant au sud de l'île pour amener leur embarcation vers l'est jusqu'à la rive opposée. Ils finissent par regagner la terre ferme sur la pente sud de la main de Lamonlow. Là, ils trouvent un rivage en pente douce où ils peuvent remonter leur barque et la cacher mieux derrière un gros rocher. Alors, hissant leur fardeau sur leurs épaules, ils partent à la recherche d'un chemin qui les mène au-delà des collines grises des Émines-Muil pour descendre dans le pays de l'ombre. J'ai gardé cette fin, ce dernier paragraphe tel quel, j'ai un peu réécrit quelques trucs, mais il y a quelque chose que je trouve assez intéressant que précise Tolkien ici. Et je me demande si ça n'a pas un chouette sens. C'est qu'en fait, donc, Frodon veut partir tout seul, Sam le rattrape, le force entre guillemets à accepter qu'il l'accompagne, et directement les quelques lignes après que Sam soit parti avec Frodon, donc je relis, il dit « Même avec l'aide que Sam est en mesure d'apporter, ils ont peine à traverser le courant au sud de l'île pour amener leur embarcation vers l'est jusqu'à la rive opposée. » Donc directement, il y a une mention que en fait, entre guillemets, sans l'aide de Sam, déjà là... C'est impossible. Déjà là, Frodon, en fait, n'aurait pas pu amener sa barque de l'autre côté. Et ça, c'est assez beau, parce que c'est directement après, eh bien, Sam montre sa valeur, montre son utilité dans la quête, et ça, c'est un beau message pour la suite des événements qui vont se dérouler. Puis aussi, comme si c'était encore ce fameux coup du mot en 5 lettres, D-E-S-T-I, 6 lettres, ce mot en 6 lettres destin. Je vois pas de quoi tu parles. Comme s'il ne pouvait pas passer ce checkpoint du fleuve s'il n'avait pas son acolyte ou la personne nécessaire avec lui. Et il fallait que ce soit Sam, évidemment. Il fallait que ce soit ça, mais voilà, bon, après voilà, l'idée de destinée, bon, c'est clair que maintenant elle est vraiment ancrée dans cet univers, elle est difficilement réfutable, mais c'est... Ouais, j'aime bien ce moment où c'est quelques lignes en fait qui évoquent rien que le fait que Frodon n'aurait pas pu faire 100 mètres tout seul, quoi. Bah après, il aurait pu se débrouiller avec le séducteur Gollum, hein, peut-être, qui lui aurait donné un petit coup de bûche. Séducteur Gollum. Mais ça y est alors. Nous sommes arrivés à la fin. On y est officiellement. On vient de finir le premier livre. Ouais. Mais déjà, le premier tome, parce que le premier tome est divisé en 2 livres. Ouais. Mais on se comprend. Mais merci déjà à chacun et chacune des auditeurs et auditrices qui nous ont suivis jusqu'ici, parce qu'on sait qu'il y en a. Et ça fait plaisir. Ouais. Vous avez fait le premier voyage avec nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, a beaucoup de valeur. Donc, merci à toute la compagnie, en fait. Ouais, la compagnie avec qui on a traversé tout ça. De quelques centaines d'auditeurs et d'auditrices. Ouais. Mais ouais, trop cool, hein. Enfin voilà, juste avoir retraversé toute l'histoire en détail, s'arrêter sur les détails, qui paraissent être des détails, mais qui au final maintenant nous paraissent une évidence et qui complètent l'univers. Ouais. Et avant de donc retraverser, parce qu'on va en profiter donc pour retraverser un peu ce premier tome, donner nos avis, les choses qui nous ont marqués, et puis repasser un peu en revue les chapitres que nous avons traversé tout simplement. Je voulais juste revenir sur 2 choses, vite fait, le petit courrier des auditeurs, parce que la semaine dernière, dans le dernier épisode, FX, tu avais fait mention d'une soi-disant erreur de frappe. La Soleil. Ouais. Et vous avez été nombreux à nous le faire remarquer de cette erreur, parce que effectivement, comme vous avez été nombreux à nous le dire, effectivement, chez les elfes, le soleil, donc l'astre solaire, est féminin, voilà, tout simplement. Donc ce n'était pas du tout une erreur de frappe, c'est parce que c'est évoqué par Legolas, il me semble, et donc c'est la Soleil. Merci de nous l'avoir fait remarquer, hein, évidemment, parce que parfois il y a plein d'erreurs sur lesquelles qu'on ne remarque pas. Ici, je l'ai remarqué au montage, mais merci pour votre réactivité. Et alors, autre chose aussi, on a reçu un chouette mail d'un certain Baptiste, qui était revenu rapidement sur l'arbre blanc du Gondor qu'on avait évoqué il y a de cela 1 ou 2 épisodes,
Et on savait plus tellement. En fait, on parlait des Malornes et on savait plus tellement quel était le lien entre les Malornes et l'arbre blanc du Gondor. Et voilà, Baptiste, dans un mail très succinct mais très précis, nous rappelait l'origine de l'arbre blanc du Gondor. Et donc, du fait qu'en fait, c'était un descendant d'un des tout premiers arbres autant des arbres qui éclairaient, qui avait été de fil en aiguille jusqu'à Numénor. En fait, il y avait. Donc ça a été ramené par quelqu'un, je pense, là, une graine. Ouais. En fait, les elfes de Tol RSCA ont fait cadeau d'une bouture aux Numénoréens. Donc, au moment où l'île de Numénor a été construite, des elfes ont fait cadeau d'une bouture d'un des descendants des arbres lumineux du début des âges aux Numénor. Aux Numénoréens. Et puis c'est plus tard Isildur, à la chute de Numénor, qui va récupérer encore une fois une bouture, une graine en fait, et il va la planter en terre du milieu. Oui, au péril de sa vie, parce qu'à ce moment-là, Pharizon va attaquer Valinor, quoi. Donc il a été chercher cette graine vraiment en se cachant. Numénor, tu veux dire Non, ils veulent attaquer Valinor pour... Ah oui, d'accord, ok. Et donc Isildur va en fait chercher cette graine en se cachant. L'arbre étant gardé et ils partent vraiment avec leurs 9 bateaux juste après quoi. Donc, d'accord, mais il la récupère donc cette graine à Numénor. Il la récupère au péril de sa vie et c'est connu comme un assez haut fait d'armes. Mais du coup après ça, Isildur a récupéré donc une graine de cet arbre qui était planté à Numénor, il l'a ramené en terre du milieu. Et là, quand il a fondé le Gondor, etc., il aura planté cette graine à Minas Ithil, qui deviendra Minas Morgul, une cité qui a été corrompue. Et puis de fil en aiguille, eh bien, il y aura eu des descendants de cet arbre jusqu'à Minas Tirith, au 3e âge. Et donc voilà, Baptiste qui nous expliquait ça, et c'est vrai que voilà, c'était un chouette email, et ça permettait de mieux comprendre quelle était l'origine de cet arbre blanc au Gondor, qui est donc vraiment, véritablement un des descendants des premiers arbres lumineux qui faisaient la lumière sur Terre avant les astres lunaires et solaires. Donc assez ouf quand même. Hein. Ouais, clairement. Voilà. Donc, prenons un petit peu de temps pour repasser un petit peu en revue toute l'histoire, ce qu'on a apprécié, moins apprécié, etc. Quoi. Au final, on vient de passer que tout le premier bouquin, plein de bonnes choses, plein de super choses, plein de personnages qu'on a rencontrés, sur lesquels on s'est renseigné. On va y revenir un petit peu. Et commençons en fait avec ce fameux prologue qu'on a lu il y a un petit temps maintenant. C'est vrai que ça remonte déjà. N'hésitez pas d'ailleurs à le redécouvrir si vous l'avez oublié. C'est notre épisode le plus écouté, ça nous fait toujours rire. Tu rigoles, mais moi je pense que je vais aller le réécouter parce que ça remonte et j'ai envie de... Voilà, c'était le début, donc j'ai envie de retourner un peu à ça, réécouter un peu les détails. Ce qui était drôle, c'est que Jérémy avait dit, pendant notre épisode avec lui, qu'il disait « Ouais, moi j'avais souvenir du prologue super long, etc. » Alors qu'en fait, c'est un prologue, somme toute... relativement court et assez intéressant quoi. Et c'est vrai que c'est une bonne mise en bouche finalement pour l'histoire et c'est pas du tout ce truc de 3 jours de lecture que j'avais en tête. Non, c'est assez court, c'est assez succinct finalement. Mais après réécouter l'épisode, moi ça me fait toujours un peu de mal. D'ailleurs, c'est toujours s'il y en a bien un qu'il fallait réenregistrer pour moi, ce serait celui-là. Et je pense que c'est comme ça pour toute émission. T'as toujours envie de refaire tes premiers épisodes. C'est sûr, parce que voilà, nous c'était notre premier podcast, donc c'est la première fois qu'on travaille avec des micros, c'est la première fois qu'on travaille avec des enregistrements, donc on a plein de choses à apprendre. Et surtout à ce moment-là, on avait encore plus de choses à apprendre. Et vraiment, quand je le réécoute, je me dis, waouh, c'est quand même la qualité, on a quand même gagné. J'espère, juste technique, mais du coup, c'est évidemment l'épisode le plus écouté parce que les gens nous découvrent par là. Mais parfois, tu te dis, c'est dommage, j'aimerais bien qu'ils nous découvrent maintenant. Mais, en espérant que vous partagez cet avis, que la qualité est allée vers l'avant depuis. Mais au niveau de la matière, moi, c'est surtout tout ce début du livre. J'avais oublié à quel point c'était long, en fait, ce début, ce lancement d'aventure, et c'est peut-être ce qu'on reproche parfois beaucoup au Seigneur des Anneaux, et on l'avait déjà évoqué plusieurs fois, que les premiers lecteurs, les lecteurs, la plupart du temps, ont du mal. On a beaucoup de fois le retour des gens qui disent que c'est un peu difficile, la lecture du Seigneur des Anneaux, mais je pense que c'est dû à ça, parce que l'action prend du temps à se mettre... au final, il quitte la comté et brille, quoi, au chapitre T'as déjà passé 12, 13... Ils arrivent dans la vieille forêt, donc en gros, ils sont encore dans la région comté jusqu'au chapitre 6 ou 7, vu qu'ils sont du côté de Tom Bombadil. Les Galgal, c'est le chapitre 8. Attends, ici je vois que du coup, Fuite vers le guet, le chapitre 12. Attention que malheureusement j'ai en main le livre traduit par Lozo, donc on n'aura pas exactement les mêmes titres que d'habitude. Fuite vers le guet, chapitre 12, donc c'est avant qu'ils arrivent à Foncombe. Et en fait, tout ça, c'est le livre 1, quoi. Ouais. Ce qui veut dire que vraiment, moi je considère que Brie, c'est toujours plus ou moins la section
la comté. On quoi. a la lisière de la comté. Donc on a quand même plus de la moitié du livre qui est là-bas à la comté. Mais voilà, moi je trouve quand même de le relire et d'y faire attention. Enfin voilà, pour mettre ce petit élément dont on parlait déjà, pour mettre ça de côté comme ça c'est fait. La relecture est, pour moi, je trouve assez agréable, quoi. Évidemment qu'on le fait là en travaillant pour le podcast, donc on s'y plonge vraiment bien. On prend le temps. Donc il y a un peu à côté, c'est un projet pour nous, donc on prend le temps d'aller voir les détails et tout. Et c'est évidemment très agréable, mais même la lecture, moi j'ai trouvé ça assez chouette. Mais ce qui est d'autant plus qui en ressort pour moi, c'est des détails que j'avais totalement omis à ma première lecture, que j'avais oublié au moment où je les lisais, je pense. Et qui rendent, je trouve, toute la comté tellement plus riche, plus vivante, qui fait qu'elle va nous manquer aussi par la suite dans les 2 prochains livres, et qui fait peut-être un peu écho, d'une certaine manière, une sorte de miroir négatif, enfin positif du coup, de la traversée du Mordor que vont avoir Frodon et Sam, que toi Cyril, tu me disais en off lors de notre dernier enregistrement, tu trouvais ça très pénible à lire, et je comprends pourquoi. Et moi, pour le coup, j'avais tellement, déjà à l'époque, ce souvenir de la comté et de cet endroit merveilleux où ils ont tellement hâte de revenir que c'était presque c'est nécessaire, je trouve, dans la lecture, d'avoir ce passage pénible en tant que lecteur, autant que pour les personnages, de traverser tout le Mordor où il ne se passe pas grand-chose en termes d'action, mais où c'est extrêmement éprouvant. Mais vous trouvez pas, ça me vient maintenant parce que après, c'est vrai que, bon... On a lu ce livre sur 6 mois, donc effectivement c'est assez loin, et donc les premiers chapitres me paraissent loin, donc la comté me paraît concrètement vraiment loin. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un truc même dans le style littéraire, c'est assez bien, enfin ça me vient beaucoup maintenant, parce que bon, c'est divisé en 2 livres, et c'est vrai qu'il y a vraiment 2 livres différents, quoi. J'ai l'impression que la première partie, ce premier livre avec les hobbits, et puis le parcours avec Pippin, Merry, il y a un côté qui est encore beaucoup plus enjoué, qui est très, très, très sympa, peut-être un lien avec le Hobbit en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Avec le style littéraire du Hobbit qui est beaucoup plus présent, avec ce renard qui parle, avec un côté beaucoup plus conte, et puis depuis qu'on est arrivé, qu'on est sorti de Foncombe, de Fendeval, Foncombe, eh bien... On est arrivé dans un monde beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus froid, avec des terres qui sont brûlées, avec la guerre. Il y a beaucoup moins cette magie enfantresque. Et vraiment je trouve que enfantine. On va encore avoir un revirement de situation de ce genre-là quand on va arriver dans le livre 3 et dans le livre 4. Là, on a eu le début, un petit peu le voyage. Il y a quand même les marcheurs, les cavaliers noirs, etc. Et ici, on était quand même dans la compagnie, machin. Et la suite, ça va être très vite, en fait, les guerres. C'est ça. Et on passe encore dans une... Et moi, je trouve que c'est complètement différent parce qu'évidemment, on a le retour d'un personnage... ma foi, assez apprécié, je ne spoilerai pas, oui, bien sûr, mais on part au rang, on rencontre des tout nouveaux personnages, et je trouve vraiment, c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a vraiment ces espèces de sections différentes. D'ailleurs, on sait bien que Tolkien ne voulait en faire qu'un seul livre, un beau truc de combien du coup 1500 pages, quelque chose dans le genre, mais est-ce que le partage en livres, comme on l'a ici, donc quand je fais pour bien l'expliquer, je parle des tomes quand je parle du fait qu'il a divisé en 3, mais chaque tome est divisé en 2 livres. Ça fait 6 livres. Voilà, et c'est pour savoir, est-ce que ça c'était prévu avant même l'édition, parce que ça fait sens clairement dans... Il l'a fait avec les éditeurs, évidemment. C'est lui qui a choisi les moments de coupe. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, est-ce qu'au début, il avait prévu un énorme... Parce qu'il voulait l'éditer en un. Énorme livre divisé en 6 parties. C'est ça. Le dessin de ces 6 livres était déjà clair. Ça, pour lui, c'était déjà opéré. Juste qu'il ne voulait pas le vendre en 3 tomes différents, chacun composé de 2 livres. Donc le départage ces livres était voulu de base, mais par contre, le fait d'avoir 3 tomes, ça, c'était tu comprends bien que j'imagine que si lui avait pu vraiment décider de vendre ces tomes séparément, il n'aurait pas mis la mort de Boromir au tout début des 2 tours. Enfin, ça me paraît un peu anticlimactique parce que la fin de la communauté de l'anneau, si tu vends juste le livre tout seul et que tu dois attendre, je sais pas, 1 an ou 2 pour avoir les 2 suivants, ça finit un peu en eau de boudin, quoi. Oui, il y a juste Frodon qui part, il y a Frodon qui part avec Sam, ok, c'est quelque chose d'important. Ils ont dû choisir Boromir qui a voulu prendre l'anneau, mais tu vois, il n'y a pas de climax, il n'y a rien. Ouais, mais justement, il y a un cliffhanger incroyable parce qu'on ne sait pas du tout. Si. Cliffhanger incroyable, je suis d'accord avec toi pour les 2 tours où là, Frodon est pris, on sait qu'il est vivant, mais les personnages ne le savent pas. Et on ne sait pas si les orques vont récupérer l'anneau. Ça, il y a un vrai cliffhanger. La fin du 1, les noms, ça va. On sait qu'Aragorn a un mauvais pressentiment, on sait que quelque chose arrive. On se demande. Oui, c'est vrai. C'est léger. À mon avis, peut-être c'est parce que je le sais. J'ai ici sur ma version, j'ai 760 pages. C'est quand même
Un beau pavé. bon morceau, ouais. Ouais. Clairement, je pense que l'éditeur, il a dit, écoute, on peut pas aller mais aller clairement, jusqu'à oui. la mort de Boromir, parce que ton prochain livre, il va faire 200 pages, et le premier, il va en faire 950. Donc je crois qu'il y a juste un truc, à un moment, ils ont dû dire, bon, qu'est-ce qui est un événement de la fin, enfin, quel est l'événement important avant la mort de Boromir? C'est le départ de Frodon, et Ils auraient pu couper après la chute de Gandalf aussi, hein, ça aurait pu être intéressant. Voilà, faudrait C'était plus, il y a- plus de livres alors. C'était il y a longtemps. Non, mais juste, tu vois, faudrait couper qu'ils nous en plus tôt, en fait, le premier, Ah. et avoir tout le début des 2 tours dans la Lorienne. Ouais, non, ça aurait fait un livre assez court alors. Ouais. T'avais pas un développement assez. Si je peux me permettre, par rapport à ce que tu disais sur Ouais. le premier livre qui est encore un emprunt, en tout cas c'est comme ça qu'on peut le voir maintenant, de cet esprit Hobbit. On l'avait évoqué pendant le chapitre à Foncombe. Mhm. Il y a encore justement, je trouve, des allusions au Hobbit, notamment aux nains présents dans l'aventure pour récupérer Erebor. Sauf qu'effectivement, on a encore des mentions... La Moria. Qu'est-ce que j'ai dit? Erebor. Ah oui, mais- non, quand les nains reprenaient Erebor... Oui, pardon, c'est moi qui ai phasé. Donc il y a encore des mentions aux nains qu'on a pu connaître dans les Hobbits, sauf que là, on n'en parle pas de manière enjouée, en mode youpi youpi, c'est une aventure féerique. Non, là c'est des nains qui sont morts, dont on découvre le Ouais, c'est cadavre vrai. dans la Moria, ou Tout à alors fait. un petit peu avant, quand ils sont à Foncombe et que Glóin nous parle de certains nains, c'est dans des contextes guerriers, certains qui ont disparu, certains qui sont morts aussi, dans des circonstances plus ou moins étranges. Donc on a en fait la transition s'opère déjà à ce Ça, moment-là c'est dès le clair. début du 2e livre. Donc t'as la fin du premier livre et en même temps il casse complètement la narration un peu enjouée, un peu contée. Tout Et en gardant même les temps- références et en même au temps, Hobbit. il tue Ouais, c'est ça. les héros de l'univers d'avant. Ouais. Donc c'est assez. Mais ça, j'imagine, ça doit faire partie du travail qu'il a fait, parce que l'écriture du Seigneur des Anneaux, ça lui a pris plus de 10 ans, je crois, entre les réécritures, les corrections, etc. Je t'avoue, je sais pas. Et j'imagine que ça a fait partie de sa réécriture conjointement avec le Hobbit, tu vois, où il a peut-être un peu retravaillé le ton et la Mhm. manière d'aborder le Alors, chapitre. c'est la question que je me suis toujours posée parce que je le sais dans les faits qu'il a créé le Seigneur des Anneaux d'abord comme une œuvre à part du Hobbit. Donc à un moment il a joint les deux. Je ne sais pas à quel moment parce que bon, là clairement c'est tellement bien joint donc je ne sais pas quelle était l'œuvre du Seigneur des Anneaux avant qu'il les lit, tu vois. Si l'un d'entre vous, auditeurs et auditrices, a sous la main un exemplaire papier des années 50, un original, on est preneur juste pour carrément, l'emprunter, en vrai. juste pour faire des recherches, on vous le rendra intact. C'est vrai, complètement. Mais du coup, revenons un peu sur un peu l'histoire qu'on a traversée pour revoir un peu quel personnage on avait rencontré et tout. Donc, on commence quand même. C'est vrai que pour revenir sur ce prologue, etc. Donc après, on a le chapitre 1 avec la fête de Bilbo. Ouais, évidemment. Et c'est vrai que on va parler de ça aussi, hein, évidemment. Je pense comment les films ont réussi à adapter ce livre qu'on vient de lire. Très bien. Avec brio. Mais c'est vrai que tout le début, il y a le prologue aussi avec l'explication des anneaux, etc., narré par Galadriel, enfin en tout cas par Cate Blanchett. Mais après, on rentre directement dans la comté avec ce moment, cette musique qui démarre et la fête de Bilbon, quoi. C'est vrai que ça, dans les films, c'est. Moi, quand ça commence à ce moment-là, ou quand le film commence, quand il y a la musique, des frissons, quoi. On y est, hein, quand la musique Ouais, est lancée. clair. Ouais. Puis on en avait rencontré un peu plus les saquets de besace aussi dans le livre. Il est plus fait mention d'eux dans les films. C'est Qu'on retrouvera d'ailleurs. ses cousins avares et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est le départ de Bilbon ou bien sa mort. Mais finalement, ce qui est marquant aussi dans ces premiers chapitres et dans ces personnages qu'on rencontre, c'est vraiment, comme les saquets de besace qu'on rencontre dès le départ, c'est vraiment, encore une fois, cette idée de grandeur historique qui se cache derrière chacun des noms qu'on lit, quoi. Et ça, c'est trop chouette. Tu lis Lobelia, saquet de besace, et tu peux te renseigner et savoir tout ce qu'elle a fait avant, après. Et ça, c'est tellement d'une profondeur assez magistrale. Et d'avoir pu, pour nous, se permettre de vraiment creuser chapitre par chapitre, de pouvoir prendre le temps de semaine en semaine. Parce que voilà, lire un chapitre, ça va vite. Et moi, voilà, j'ai lu un chapitre par semaine à peu près. Et en fait, quand tu prends le temps de lire un chapitre sur une semaine, je prenais pas une semaine pour le faire, mais je faisais mes recherches, etc. C'est vraiment une expérience assez palpitante. On se rapproche en fait de l'expérience série avant l'époque Netflix en fait, où chaque semaine on avait un épisode et soit quand c'était à la télévision qu'il n'y avait pas internet, tu devais te rappeler et te nourrir de ce souvenir pendant une semaine jusqu'au suivant. Puis après on pouvait le regarder en streaming et se le retaper plusieurs fois avant le suivant.
Ça, je pense à l'ère Game of Thrones quand il sortait une fois par semaine. On le regardait parfois. Moi, je le regardais le mercredi à la sortie des cours. Et puis pendant une semaine, je devais ronger mon frein et me dire allez, encore une semaine, tiens bon. Mais là, maintenant, c'est différent la consommation. Donc, effectivement, le fait de lire et de proposer chaque semaine un chapitre, ça faisait qu'il n'y avait pas forcément l'attente et le suspense, mais il y avait la possibilité de rêver un peu sur ce chapitre. Et j'espère d'ailleurs pour vous aussi, auditeurs, que vous l'avez, parce que je sais qu'il y en a certains qui nous ont confié que voilà, ils lisaient le chapitre et puis ensuite ils nous écoutaient, ou alors ils lisaient plusieurs chapitres et puis ils nous écoutaient, et pour avoir le chapitre à eux, et puis ensuite nos analyses, nos discussions. Et puis c'était l'objectif aussi avec ce podcast de vous faire vivre ça, donc si ça marche, tant mieux. Donc j'espère que vous avez le même sentiment que nous. On a ces 17 années en fait d'attente entre ce début de livre et le début de l'aventure. C'est vrai qu'on oublie ça parfois, mais ça fait quand même un gros trou. Donc on a quand même des personnages qui sont pas spécialement identiques à la façon dont on les a découverts au début. Enfin, on se comprend. Voilà quoi. Frodon est vieux. Il a l'âge de Bilbon, au moment où Bilbon partait pour sa quête à Erebor. 50 ans. Exactement, parce qu'il a atteint sa majorité à 33 ans. Ouais, c'est ça, donc il a 50 ans. Comme l'âge auquel est mort un certain Messie. Encore une référence au christianisme. C'est vrai ça. Jésus est mort à 33 ans et Frodon est majeur à 33 ans. Enfin, les hobbits sont majeurs à 33 ans. Ouais, je pense pas que c'est pas une référence directe. Si en tout cas, c'est peut-être soit un clin d'œil, soit c'est une inspiration. En tout cas, c'est marrant. Il aurait pu dire n'importe quel âge, tu vois, mais il a dit 33. En tout cas, on peut revenir là-dessus directement, comme ça c'est fait. Mais les références au destin et évidemment aux valeurs chrétiennes, qui ont été. Voilà, on en a beaucoup parlé. Mais c'est vrai que c'est assez évident et assumé par l'auteur d'ailleurs. Complètement, oui, lui il assume complètement que son œuvre est emplie de ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il veut faire passer par son œuvre. Il y a des lettres qu'il écrit à Lewis, à son fils, à son fils plus tard, en disant écoute, finalement, ces histoires et tout ça c'est bien et elles font rêver des gens etc. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais tout ça c'est rien à côté de la Bible. Mais c'est vrai, c'est ce qu'il dit en fait. Et il dit ça c'est rien déjà à côté de la Bible etc. mais de ce que lui veut transmettre aux gens. En fait c'est marrant parce que parfois je me demande si ce qu'on fait là nous à essayer de discuter autour des personnages et de la cosmologie et de l'historicité de ces textes, je sais pas si lui serait très friand qu'on traite son œuvre comme ça. Il préférait qu'on fasse ça avec la Bible en fait. En fait déjà et puis je pense que lui ce qui l'intéressait c'est les valeurs qui nous ramenaient à la chrétienté par son texte, par son œuvre, plutôt que son œuvre en elle-même. Et c'est ce qu'il dit dans ses lettres. Donc voilà. Mais après l'œuvre dépasse toujours l'auteur. Voilà, c'est clair. En tout cas, quand l'œuvre est bonne. Ce qui nous intéresse, c'est les trucs de geek, les trucs de l'heure. Donc le christianisme. C'est vrai que moi c'est un sujet sur lequel j'ai été sensible parce que je trouve vraiment très intéressant. Déjà, ça explique énormément comment l'œuvre s'est créée et de ce qu'elle représente, et ça apporte une nouvelle couche que je n'avais pas. Oui. Et c'est vrai que moi, je savais qu'il était catholique, mais je ne savais pas du tout que c'était à ce point. À quel point il avait inculqué. Ça, je le savais pas. Oui, pour nous, là où je trouve ça intéressant, c'est que c'est clairement une clé. Une clé pour en fait débloquer plein de thématiques et par rapport au personnage ou à l'histoire qu'on n'avait pas nécessairement vu, donc bien sûr. Et puis voilà, moi je suis pas nécessairement, au contraire. La religion n'est pas quelque chose de prédominant dans ma vie, voire complètement absent, mais c'est vrai que ça reste des valeurs que lui dépeint dans le livre qui sont somme toute intéressantes. C'est des valeurs dont notre culture s'est nourrie finalement, ces valeurs chrétiennes. Donc c'est des valeurs qui ne sont pas inconnues. C'est pour ça que cette histoire parle tellement aux Occidentaux. Oui. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un livre qui est fort lu en Asie par exemple ou en Afrique. Je sais pas. Si ça a le même impact. Comme ça, de prime abord, j'ai l'impression que pas du tout. En tout cas, lui aussi, un de ses objectifs, c'était de créer. Parce que je vais presque dire un truc contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire. Mais il avait aussi comme objectif, il a aussi révélé dans certaines lettres ou certaines interviews que lui, il voulait créer des nouveaux contes qui représentent l'Angleterre, qui représentent cette terre, qui représentent une mythologie européenne. Voilà, c'était son objectif. C'est évident, avec toutes les inspirations, il a été prendre partout. Même jusque chez les Grecs, pour certains récits, pas forcément qu'on peut retrouver dans le Seigneur des Anneaux, mais dans d'autres écrits. Mais après, est-ce que je pense que ça peut être apprécié dans toute culture. Après, effectivement, c'est un conte qui vient de chez nous, donc c'est clair que ça fait partie de notre culture, mais je crois que
Ça peut pas avoir la même résonance, je pense, tu vois, chez d'autres, dans d'autres. Quoique, je je pense. pense pas, Tu hein. sais que je pense que ça a quand même bien marché de manière générale à l'international, donc Je crois qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. ce serait intéressant de regarder dans combien de langues ça a été traduit, parce que c'est généralement un bon indicateur de. Ça, Théo, mon avis, traduit dans ouais. toutes les langues du monde. Mais, ouais. Non, je crois que ça a ouvert à tout. Après, là, quand on dit qu'il a fait une œuvre autour des thèmes européens, etc., c'est pas du tout... ça ne ferme rien, évidemment, c'est vraiment son objectif de base. De créer une mythologie C'est ce qu'il a dit à la base. Donc effectivement, c'est empreint de, de notre culture et de... C'est tiré de notre culture et en plus, ça parle à notre culture. Donc Oui, évidemment, c'est clair qu'on s'y retrouve bien, quoi. Mais donc on a notre Gandalf qui revient après 17 ans, qui a fait toutes ses recherches à Minas Tirith, etc. Et on a un Frodon qui se retrouve un peu... voilà, avec le devoir de partir jusqu'en tout cas pour le moment Foncombe. Il a le devoir, mais attention, il a le choix. Hein. Il a le choix, mais le choix, il va quand même très fort dans une direction. Le destin n'a rien à voir là-dedans. Ah mais enfin non. Mais voilà, donc départ avec Sam, parce que notre petit Sam écoute aux fenêtres. Rencontre de, enfin non, pas du tout rencontre fortuite comme dans les films. Trajet très organisé par un certain Merry notamment. Où ils font toute une manigance pour faire croire que Frodon va déménager à Creux de Crick. Creux de Crick, ouais. Ils vont quand même à Creux de Crick et ils déménagent toutes ses affaires. Ils laissent la maison de cul-de-sac au saquet de Buzzard, justement. Ils leur donnent, ils peuvent enfin avoir les cuillères en argent de Bilbon. Qui lui rendront, hein, d'ailleurs. Et qui sont déçus de ne pas voir de trésors cachés dans les caves de cul-de-sac. Ouais. Et aussi, un moment très important, c'est le père de Sam qui envoie balader un Nazgûl devant sa porte, noir. qui se trouve 100 mètres derrière Frodon et Sam au moment où ils partent. Hein. Encore une fois, il y a cette idée vraiment que la menace est quand même beaucoup plus... moins prégnante, moins dure dans ces premiers chapitres. Mais elle est là très souvent, mais c'est vrai, comme tu dis, par petites doses, et elle a l'air moins gravissime, vu qu'en plus les Nazgûl ne sont pas à dégainer leur poignard à tout va, ils sont plus en train de parler, d'essayer de marchander des informations. C'est plus gentil, quoi, c'est plus enfant. Et c'est vrai que pour les personnages, comme ils n'ont pas reçu la lettre de Philibert, Norbert, Port de Beurré. Et l'autre traduction c'est Philibert Fleur de Beurre. Comme ils n'ont pas reçu cette lettre, en fait ils ne sont pas au courant du danger dans lequel ils sont, et donc ils sont en mode tout, on part à Creux le Crick, alors qu'en fait ils ont clairement des cavaliers noirs, des Nazgûl qui les suivent, quoi. Mais c'est vrai que pour toute cette partie, Frodon le dit à un moment, il dit si j'avais su, je serais parti directement, j'aurais pas attendu un mois, quoi. Mais du coup, arrivé à Creux le Crick, les Nazgûl d'ailleurs qui y passeront, qui iront attaquer notre les pauvre... hobbits de Creux de Crick vont sonner Grollar, l'alarme. Grollar qui s'appelle Grollar Bolgar, enfin ils vont en tout cas lui tirer les vers du nez, quoi. Oui, ils vont sonner l'alarme dans le village pour appeler les hobbits à se battre, ce qui n'avait pas été fait depuis des centaines d'années. Et d'ailleurs, c'est vrai, gros rappel à le courage des hobbits qui sont beaucoup plus enclins à sortir les épées et à défendre la comté que ce qu'on le pense, en fait, même si... Ouais, c'est ce qui est dit dans le prologue, c'est qu'ils sont capables de se défendre quand il le faut, mais ils ne le font jamais volontairement. Et la dernière fois qu'ils avaient sonné l'alarme, c'était pour des loups, je pense, qui avaient attaqué la comté. C'est possible. Et ils sont aussi très capables de se mettre tous ensemble pour brûler des grands arbres au milieu de la forêt pour les... Ouais, d'où fameuse forêt, d'ailleurs, avec beaucoup de... Comment on disait le mot de ces arbres, les Ents et les Ents qui sont les Huornes. Les Huornes. Donc voilà, dont on va faire la rencontre assez rapidement dans cette forêt, quand même toujours un peu magique, hein, qui avant recouvrait l'intégralité de la Terre du Milieu, qui a été coupée notamment par les Dunedains en grande partie, et que qui vont emprisonner nos personnages. Tout ça va nous valoir carrément un chapitre à chaque fois. Hein. C'est vrai que c'est ça aussi que c'est long, c'est qu'à chaque fois on a un événement qui prend tout un chapitre, et donc voilà, on reste dans la comté, il y a ce Huorn. Je me souviens qu'à la première lecture, moi, c'était ça et les Galgal, c'était des passages un peu longs quand elle en pareil. Ça vaut tout un chapitre sur un truc. Mais une fois libérés de cet arbre, nous rencontrons le fameux Tom. Nick. Ouais, le Tom. Bah oui, le Tom. Le Tom, encore une fois, une figure assez enfantine, assez contresque, assez et en même temps divine d'une certaine manière. Oui, mais d'après les théories qui circulent sur lui. D'après les théories, mais quand tu lis le livre, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que maintenant qu'on est en train de se battre pour la mort de Boromir, etc., ça me paraît complètement absurde d'avoir un personnage comme Tom. Comme si c'était une autre histoire. Tu vois, c'est autre chose, c'est un autre monde. C'est pour ça que même dans les films, je trouve qu'il est un peu à part la communauté de l'anneau, et il est un peu mon préféré pour ça, au-delà du fait que c'était le premier et que je le découvrais via ça. Je trouve qu'il a ce côté aventure
qu'ont moins les deux suivants, et que moi qui me plaisait plus en tout cas. Mais je trouve C'est la découverte de tout, c'est le moment où on se lance et on n'est pas encore dans l'épique et le grandiose des deux suivants, qui est super aussi, mais il a une autre saveur, je trouve, qui est plus proche de l'enfance. Ouais, mais ils ont éludé quand même pas mal ce côté conté dans oui, bien sûr, dans les films. C'est pour ça qu'ils ont c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont enlevé Tom. Et finalement, on peut peut-être comprendre pourquoi ils ont enlevé Tom, c'est parce que vu comme on en parle maintenant, effectivement, il y a tellement une différence de ton entre le premier livre du premier tome et le second livre du premier tome, et la suite même de l'œuvre, que ça me semble logique que dans un film ce soit difficilement faisable. Moi je t'avoue que c'est l'un des changements que je comprends le plus, parce que c'est... Il y a d'autres éléments, pour moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils ont changé? On parlait d'Elessar, la pierre, pourquoi est-ce qu'ils ont changé ça par le collier blanc d'Arwen là. Il y a plein de petits éléments où parfois t'es là en mode, c'était pas nécessaire, c'était peut-être une bête question de tournage, de production, etc. Nous, enfin voilà, on connaît un peu, on est comédien, on sait que parfois en fait c'est sur le moment même, t'as pas le bon accessoire et tu fais bon ben on avise et on fait autrement. C'est pas le cas. Mais là clairement je pense que Tom était quelque chose de beaucoup trop compliqué à implémenter dans un film pareil, à faire comprendre aux spectateurs. Mais c'est parce que je pense qu'ils ont pris le ton de la suite de l'œuvre et ils l'ont ramené dès le départ. C'est pour ça qu'on a un départ aussi cohérent. On a un début qui est beaucoup plus expédié dans les films et on s'attarde moins et il y a directement ce côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus dur des Nazgûl qui font tomber la porte là, qui écrasent le type. Il y a un côté directement beaucoup plus dangereux qu'il y a moins dans le livre. Et aussi, chose très importante pour expliquer l'absence de Tom, c'est pour ne pas amoindrir la puissance de l'anneau. Ouais, c'est vrai, pour un spectateur lambda. Il faut garder, ça c'était la vision de Peter Jackson, il faut que l'anneau puisse corrompre tout personnage dans l'histoire, vu que Gandalf en a peur. S'il rencontre 20 minutes après Frodon un personnage qui ressemble à Gandalf et qui le prend comme ça, on se dit mais attends, c'est lui qui doit accompagner Frodon, pas Gandalf. Tout à fait. C'est pour ça que Faramir dans le film aussi est tenté par l'anneau d'une certaine manière. C'est pour ça que les gens ont quand même beaucoup gueulé à l'époque, et je sais que surtout par exemple pour le retrait de Glorfindel, qui en plus était son arc narratif a été recollé à Arwen, ça je peux un peu plus comprendre. Moi je crois qu'il aurait dû être là au Conseil d'Elrond, etc. Mais par contre pour Tom, je pense que c'est une évidence que c'est vraiment scénaristiquement assez un enfer de l'adapter. Tom, pour revenir un peu sur sa théorie, on va dire la plus probable, mais que voilà, il serait probablement, ça restera une théorie, mais une personnification de la musique en fait d'Ilúvatar, quoi. La musique, ouais. Et par rapport à ça, et par rapport à ce que tu dis, Cyril, sur le côté plus léger et enfantin du premier livre, j'aimerais reprendre un commentaire ou un message que nous avait envoyé un auditeur qui disait qu'il avait lu ou entendu quelque part que justement le personnage de Tom serait une inspiration d'un jouet d'enfance qu'avait Tolkien quand il était en Afrique du Sud, et ce qui d'ailleurs peut totalement coexister avec la théorie sur le fait qu'il serait l'incarnation de la musique, parce que ce jouet était là avant tout, comme la musique, avant les histoires du Seigneur des Anneaux que Tolkien a imaginées, et que du coup il y aura encore ce lien avec l'enfance de Tolkien pour le coup, qu'il avait voulu amener comme un élément de légèreté au sein du récit. C'est d'ailleurs la théorie la plus probable, mais elle rentre pas dans le récit, c'est-à-dire donc c'est une théorie extérieure de l'œuvre, mais à mon avis c'est vrai, c'est probablement vrai, parce que cette info, je pense qu'elle est probablement vraie. Mais... Alors pendant les épisodes de La Morée et compagnie, je vous avais régulièrement parlé des fameuses choses sans nom. J'avais été revérifié en fait, mais il y avait vraiment pas beaucoup plus d'informations à en donner, outre le fait que il est carrément mis sur les wikis que les plus grosses théories sont que ce sont aussi en fait des personnifications de la dissonance de la musique, comme Ungoliant, à l'inverse, comme Ungoliant et le The Watcher, le guetteur de l'eau, merci. Donc voilà, je pense que beaucoup de gens ont la théorie que c'est un peu le penchant négatif de dissonance Tom, de Tom, quoi. Ce qui ferait sens puisqu'elles sont là depuis le début. Donc voilà, on a notre fameux Tom qui va sauver nos personnages des tertres. Évidemment, les tertres. Même chose, moi, tout ça, des passages beaucoup plus agréables à revivre. Je trouvais ça vraiment... Parce que t'as ces épées, ces dagues, Frodon qui... Moi, j'ai l'impression d'avoir lu au début pour... Tu vois, tu lis et tout, ici, le fait de s'y arrêter. Puis même trouver ces dagues, s'arrêter sur qui sont ces spectres, en fait, d'où viennent-ils, essayer d'aller voir s'ils ne viennent pas d'une guerre ou l'autre qu'il y a eu dans l'Arnor longtemps avant. Et enfin, on arrive quand même assez vite à Bree. Et à Aragorn. Enfin, en tout cas, la rencontre avec Grandpa. Le rôdeur, oui, écoute... Mais on a tout de même oublié une chose avant d'arriver jusqu'à Bree.
c'est qu'on n'a pas reparlé de cette fameuse théorie sur la créature à croupeton qui les suivait avant qu'ils arrivent à Creux de Crique. Comment oublier cette théorie ? Bon, cette théorie est morte, elle est tombée à l'eau, je suis désolé. Si, c'est vrai, désolé, mais Aragorn a mis fin à cette théorie au dernier chapitre. Là, donc Mais je pense que la théorie, elle a été, même le jour même quand on a été faire des recherches... il faut d'abord qu'on rappelle exactement de quoi il s'agit pour ceux qui auraient oublié cette anecdote. À mon avis, ils ont pas oublié. Le running gag de tous les épisodes. On avait pensé dans un des premiers chapitres, lorsque les hobbits prenaient le bac de Châteaubouc, il était écrit qu'une créature les suivait, qu'elle était à croupeton, qu'elle reniflait le sol, qu'elle ondulait au-dessus du sol. Qu'elle portait comme un baluchon. Comme si elle portait un baluchon. Et du coup, on s'était dit, mais attends, imagine que ce soit plutôt Gollum et non pas un cavalier noir, comme c'était censé être le cas. C'était possible. Qu'elle ressemblait à un baluchon, mais pas qu'elle portait un baluchon. Elle portait pas, elle ressemblait et donc, à un pendant baluchon. un chapitre, on s'était dit, c'est vraiment fort probable que ce soit Gollum. On a eu quelques retours, puis nous-mêmes, on repensait à nos lectures précédentes, et on se rappelait que Gollum était censé être enfermé en Moria, donc ça ne collait pas, mais on avait envie d'y croire. Et au fur et à mesure des chapitres, parfois, c'était possible, et en fait, non, pas du tout. Aragorn a vraiment mis le point final à cette théorie dans le précédent chapitre. Ce n'était pas Gollum, il était en Moria, c'était bien un cavalier noir. Et notre fameux Norbert, Port de Beurré. Oui, Norbert. Fameux, ça va. Je sais pas si c'est un fameux. Je voulais le noter quand même. Ce qu'on peut noter, c'est que sa bière sera bénie par Gandalf après l'aventure, et ça, c'est très important. Si une fois vous voyez un poney fringant, dites-vous que la bière y sera très bonne. Oh. Alors, donc voilà, lame dans le noir, une lame dans le noir chapitre. Où Frodon se prend cette fameuse lame de Morgul. Qui aura des conséquences très loin. Et chapitre aussi très intéressant, car on va apprendre des choses sur Beren et Luthien dans le lore. De manière générale, Aragorn va leur parler de cette antique légende qui fait écho d'ailleurs à sa relation avec Arwen, d'un mortel et d'une elfe immortelle. Et puis à Montsoul, la petite tour de guet où tout se passe, au-dessus des monts Venteux. On avait appris un petit peu que ce royaume, le royaume d'Arnor, avait été divisé en trois, qu'il y avait eu des guerres un peu entre ces trois royaumes avant. Est-ce que ce serait pas loin ? C'est pas à ce moment-là qu'il y aurait une mention d'Erendil Non, c'est à Foncombe, ça. C'est à Foncombe, donc c'est très proche. Profitons-en du coup. Parlons-en quand on arrive à Foncombe. Je te laisse faire encore toute ta traversée. Épisode d'après, nous arrivons à Foncombe. Sans plus attendre, mais sans oublier la rencontre épique avec Glorfindel et son cheval qui va porter Frodon par-delà le Bruinen. Et Frodon qui va tenir tête à des Nazgûl alors qu'il est poignardé et appelé Elbereth en levant son épée comme ça. Alors qu'il est mortellement blessé depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines avec une qu'il lame porte une blessure. Qui se dirige vers son cœur. Tout homme qui aurait eu la même blessure serait mort en quelques jours, c'est pas quelques heures. 17 jours au total, je pense. Et lui, il a résisté. Mais tout homme n'est pas un hobbit de la comté. Non. Et qui lève son épée et qui fait un appel à Elbereth. Est-ce que c'est pas la première mention qu'on a d'Elbereth à Elbereth Giltoniel? Non, je crois qu'on en a avant, mais en tout cas, on va expliquer qui est Elbereth juste après à Foncombe. Glorfindel qui a donc tué un Balrog à Gondolin pour permettre à une compagnie d'hommes de fuir lors de la guerre à Gondolin. Et d'ailleurs, dans cette compagnie d'hommes, il y avait Tuor et Erendil lui-même. Le fils, son fils qui est le père de... Et qui sera lui-même, Erendil, le père donc d'Elrond. Attends, tu veux dire qu'il y avait déjà un être super puissant qui a affronté un Balrog pour permettre à d'autres personnes de fuir. Bien sûr. Ça fait écho à un chapitre futur, ça. Mais du coup, Erendil était donc à Gondolin avec Tuor. Non, mais l'elfe qui vient Glorfindel. avec Glorfindel et Glorfindel qui va mourir là et qui sera ramené du coup dans cette œuvre. On le sait aussi par hasard par Tolkien complètement parce qu'il avait complètement oublié qu'il avait tué cet héros là dans une autre histoire et que c'est une lectrice qui va lui faire remarquer et il va dire en fait il a été ressuscité. Oui, et qui est ressuscité donc d'après ses explications par les Valar et il revient avec du coup pas mal de pouvoirs. On dit même qu'il a une espèce de forme angélique, qu'il a des pouvoirs de Maillard carrément. On l'appelle Glorfindel le Blanc à partir de ce moment-là. Qu'il peut traverser le monde des spectres, donc il peut revenir dans le monde visuel et le monde... C'est quand même un beau rabibochage, bravo Tolkien. Oui. Tolkien c'est le premier à avoir créé ce fameux dicton « ta gueule c'est magique ». C'est lui qui a lancé ça. Mais ça a quand même créé un des personnages préférés de beaucoup de gens, et c'est vrai qu'il est trop stylé, quoi. Et puis fin du livre 1, c'est le moment où on change le disque. On va vite à la toilette et on va refaire le plein d'apéro.
Et voilà, nombreuses rencontres, conseil d'Elrond, des nombreuses rencontres, etc. Il y a quand même pas mal d'elfes, etc. C'est dans ces 2 chapitres-là, justement, qu'on va voir toute l'histoire d'Erendil que tu nous avais magnifiquement narré, Cyril. On pourrait aller le retrouver facilement, hein. Donc c'était le premier chapitre du livre. Il y avait énormément de dialogues dans ces chapitres, de ce que je me souviens, c'était beaucoup d'histoires, en fait. On avait tout un récap, en fait, de l'histoire de l'anneau, d'histoires de personnages, de figures importantes. Hyper intéressant. Et c'était très riche pour ouvrir l'univers et notre perception de la Terre du Milieu et des histoires qu'il y avait. Et en fait, tu te rends pas compte, mais en 15, 20, 30 pages, c'est déjà beaucoup, mais c'est que de l'info, quoi. Que de l'info. Donc sur le lore, tu te prends à des chapitres où tu es là. Même parfois, un chapitre du Silmarillion va peut-être pas être aussi fourni, quoi. Et tu es là en mode waouh. Moi, je trouvais ça passionnant parce que tout s'épaissit à ce moment-là. Tout prend tellement plus d'ampleur et tout devient tellement. On comprend beaucoup plus la gravité. Donc, c'est peut-être ça qui aide aussi à ce changement de ton entre l'un et l'autre. D'un coup, on sort du monde des hobbits, quoi. Voilà, c'est ça. Étend. L'enfance et le monde des hobbits, ils vivaient dans une certaine quiétude et légèreté. Mais une fois qu'ils sont arrivés à Foncombe, c'était un endroit paisible, certes, mais maintenant, ils font partie de l'histoire, avec un grand H. 3000, si pas 6000 ans, si pas plus même d'histoires qui sont derrière eux. Et c'est vrai qu'on a parlé de pas mal de personnages à ces moments-là, dans ces épisodes-là, et c'est vrai que parfois, ça peut paraître très théorique, mais finalement, on l'a fait. Et comme ça, vous pouvez l'avoir aussi, auditeurs et auditrices, pour vous. Et puis en plus, une fois que c'est dit, une fois qu'on a expliqué l'histoire d'Elbereth ou d'Erendil, ça reste en tête et plus tard, quand on les réévoque, tout de suite, en fait, il y a tout un imaginaire, une histoire profonde qui se construit et c'est hyper agréable. La simple mention de leur nom quand Frodon brandit une épée, ce n'est plus anodin. Voilà. Et là, on comprend à quoi il fait appel. C'est pour ça qu'on s'attarde parfois sur certains personnages comme ça qui nous semblent importants. Et, puis... et la magie qui s'en dégage aussi est plus palpable du coup. Et oui, parlons aussi vite fait de ces poèmes et chansons qu'on a souvent l'habitude à sauter quand on est en lecture. Et ici, en tout cas, nous, on s'est pris Mais plus maintenant. Oui, on s'est pris un malin plaisir à les faire. Et on va essayer de s'y tenir, en tout cas, quand on a le temps, parce que vous imaginez bien, ça prend parfois un peu de temps, mais de proposer un peu tout ça, que juste, c'est un peu l'endroit où, au lieu de passer dessus rapidement, ici, pouvoir un peu s'y attarder. Et ce qui nous donne des... Ne révélons pas nos plans futurs. D'accord, je ne révèle rien. Non, ce sera... Mais, et c'est ce qui nous donne justement plein d'informations sur Elbereth ou plein d'autres personnages. Donc voilà. En tout cas, moi je pense qu'on aura l'envie par la suite de continuer à essayer de vous présenter des petites préparations. Peut-être, si ça continue à vous plaire, comme certains nous le disent, peut-être que nous continuerons. Flattez-nous et on le fera. Encouragez-nous plutôt. Et bien voilà, donc l'anneau part. Après ça, on voit Bilbon un petit peu, il y a des fêtes, des chants. Effectivement, et puis ils arrivent donc en... non, d'abord ils passent par le Caradras, on disait aussi des lieux un peu... Gandalf qui fait aussi démonstration de sa magie, mais à un certain moment, qu'en cas d'ultime recours, lorsqu'ils doivent faire du feu au milieu de la montagne, déjà parce qu'il a peur qu'il se fasse repérer par des ennemis, mais aussi parce que de la manière dont il l'exprimait, il n'était pas censé interférer trop avec sa magie dans la quête. Il est là pour les guider et les aider, mais sans abuser de sa magie, en fait. On sentait qu'il y avait une sorte de code à respecter. Et les Istari, d'ailleurs, qui ont été envoyés à la Terre du Milieu avec une puissance amoindrie. C'est-à-dire que les Valar ont amoindri leur puissance, quoi. Donc c'est imaginer aussi comment Gandalf est normalement dans son forme de Maillard. Il a les épaules d'un Sauron, c'est sûr. Ils les ont nerfs, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, puis la première défaite de la communauté face au Caradras, quand même. Oui, c'est vrai. Ils échouent à cette traversée. C'est leur première étape et c'est déjà leur premier échec. Et alors, ce grand débat, ce dilemme, est-ce que c'est Saruman ou est-ce que c'est le Caradras qui les a empêchés de passer? Et si c'était seulement Gollum, peut-être? À Croupeton? Peut-être que dans le tome 2, on aura plus d'infos. J'ai plus les souvenirs assez clairs par rapport à ça, mais moi, j'aime à croire que c'est le Caradras. Il y a quelque chose de... Je trouve ça plus sympa aussi comme idée. J'aime bien. Puis moi, il y avait cette phrase qui disait que les nuages se libèrent comme s'ils voulaient voir maintenant, comme si quelqu'un voulait avoir la vue claire pour, en l'occurrence, espionner. Et que c'est vrai que dans les films, Peter Jackson a fait un choix, c'est Saruman. Et que c'est vrai que moi, ça fait quand même fort écho à ce qu'on a lu, où Saruman envoie des espions, où il a besoin du soleil. Il a besoin du champ libre et comme c'est dit juste après... Mais n'oublie pas ce que dit Gimli. Le Caradras était horrible et périlleux bien avant la venue du... Le Caradras a sa volonté propre. Oui, mais ça reste un pic de montagne, il y a peut-être plusieurs milliers de mètres de haut, donc un pic de montagne sans avoir un petit chemin tracé comme on est aujourd'hui avec nos GR en France, ça reste
évidemment très périlleux. Donc, Mais j'aime bien l'idée que les lieux ont leur volonté. moi j'aime bien aussi, en effet. Mais on verra, peut-être que quand On on... verra. Et je pense que finalement... Après, le débat est ouvert puisque même la communauté débat là-dessus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc eux-mêmes ne le savent pas tellement. Il y en a qui sont plus l'un ou plus pour l'autre. Mais finalement, oui, dans les films, le doute n'est pas laissé puisque fatalement, c'est un choix de narration encore pour faciliter On voit carrément le plan avec Saruman. Oui, voilà. Et ça n'existe pas dans les livres, évidemment. Un autre débat, mais c'est Aragorn et Gandalf, quel chemin prendre. Donc évidemment, on a proposé Caradhras ici, mais on se rendra bien compte que c'est pas possible. Et donc, un voyage dans le noir, voilà, le passage Et par la la chute, Moria. Ça, c'est mes chapitres préférés. Ouais. Jérémy, Même- si tu nous écoutes, tu manques à Julien. Pensez à toi. L'univers d'Harry Potter me manque aussi. on J'ai n'a pas envie de encore faire des une, comparaisons à chaque fois. On n'a pas encore eu de référence à Harry Potter Non, aujourd'hui. en plus, j'en ai faudra pas entendu l'oublier. tout à l'heure, j'en ai entendu une parce que dans le résumé que tu as fait de ta partie, tu disais à un moment il faudra faire le choix entre la facilité ou Le des trucs comme bien ça. et la Et ça, c'est facilité. une phrase de Dumbledore. Voilà, c'est fait, c'est fait. C'est fait pour aujourd'hui. Allez, à la suite. Donc, le passage à Moria, Ah, oui, ce c'est fameux terrible. épisode avec Jérémy qu'on a adoré. Oui, merci. Merci encore à toi si tu nous écoutes. Du coup, voilà, on lui avait laissé le passage, passage quand même, Épique. épique, la chute, pour ne pas dire la mort, mais bon, la chute La de Gandalf. résurrection, Ah, pour le moment pas encore, mais la chute de le Gandalf. monde des oliviers, la crucifixion. Ah, mais il est reparti. Quand tu vas dans le Arrêtez-le. Quand tu vas dans le dictionnaire et que tu cherches la définition du mot épique, il y a une photo de Gandalf qui tient tête au Balrog. Voilà. Fly, you fool. Non, il y a une photo de la charge du rang. Désolé. Ouais. Oui, il y a celle-là aussi, en effet. Et aussi celle au gouffre de Helm. Il y a ces 3 photos. Toujours avec Gandalf dedans, d'ailleurs. À ce moment, j'adore d'ailleurs dans les films qui est la sortie en fait de la Moria. Je trouve que la musique est magnifique avec les hobbits qui pleurent et Boromir qui dit à Aragorn mais laissez-leur un peu de temps. Enfin, machin. Ouais. J'adore ce moment, j'ai toujours la larme à l'œil. Mais ouais, Et transition, au final, assez rapide pour arriver en Lorien où, en fait, on a un beau passage entre le déchirement que ça fait d'avoir perdu Gandalf, leur ami et leur guide. Et la Lorien, on sent quand même qu'il y a, même si c'est un endroit apaisé, le danger est encore assez proche avec les orques qui passent et notre compagnie qui se trouve dans les arbres pour dormir. Les orques qui passent en dessous. Gollum, qui est tout près d'attraper l'anneau, d'ailleurs, qui monte une nuit à un arbre et qui est pris pour un hobbit par certains des elfes, et du coup qui ne le repousse pas. Mais aussi toute cette mélancolie, en fait, de la chute de Gandalf, et aussi de cette terre qui est comme immortelle, où le temps ne semble pas passer, alors qu'en fait il passe juste extrêmement lentement, Ou très rapidement. ou très rapidement, c'est selon. Ouais. Et du coup, il y a vraiment cette espèce de nostalgie, de mélancolie des elfes qui se mêle à la douleur de nos compagnons. Une très intéressante transition, en fait, pour arriver sur la suite du voyage. c'est vrai que ça dépeint pas une image de la vie d'un elfe, je trouve nécessairement très poétique. Évidemment, ils sont dans cette lancinance, ils vivent depuis longtemps, ils chantent, ils font des machins, etc. Mais là, c'est un peu... là, d'en reparler, j'ai un peu cette sensation qu'au final, la vie d'un elfe, c'est... J'ai pas utilisé le mot chiant, mais que c'est Il l'a dit. Mais ce sont des anges et cette comparaison on l'avait fait, enfin je l'avais fait au départ, mais ce sont des créatures qui sont pas humaines, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Quand on parlait dans l'un des premiers chapitres où ils sont dans la nature et que toute la nature leur fait une sorte de palais. Ouais. Mais ils sont pas humains, donc C'est en vrai fait, que c'est une race à part. Ils sont pas humains. C'est Ah, le mais c'est premier vrai. essai d'Ilúvatar qui a été pas considéré comme raté, mais parce qu'il le dit lui-même que les hommes sont vraiment les enfants d'Ilúvatar, qu'eux ont reçu le cadeau de la mort. Et c'est vrai que les elfes ont un peu ce côté entre hommes et maillards, en fait, encore un espèce... Comme s'il y avait les Valar, les maillards et les elfes, Ouais, qui c'est étaient ça. en fait une troisième sous-catégorie. Et c'est vrai que maintenant qu'on en parle, je suis assez... oui, j'aime bien cette image. Mais ils ont déjà un pied En de l'autre fait, côté, on en peut pas- fait. On peut pas, c'est ça. Et c'est très intéressant parce que c'est ce que dit Frodon au moment de quitter. Donc là, j'avance un peu dans la timeline. Après, donc, ils vont évidemment quitter la Lorien au bout d'un moment. Galadriel leur fait des cadeaux. Et à ce moment-là, il y a cette phrase que j'avais citée où il dit qu'il voit Galadriel, mais il la voit comme on peut apercevoir aujourd'hui les elfes de notre monde, c'est-à-dire en même temps là et en même temps absents. Donc ils sont déjà partis. En fait, Ah, c'est super beau. c'est comme une étoile, en fait. Bah, c'est en fait le principe des étoiles qu'ils Exact. affectionnent d'ailleurs. Ouais, C'est au moment où on la voit, elle n'est déjà plus là, peut-être. Peut-être qu'elle est déjà morte. C'est la lumière résiduelle Mhm. de l'elfe. Et donc voilà, ça c'est important de le savoir. Et on avait déjà parlé de la magie qui est très spécifique aux elfes. C'est que les elfes n'ont rien d'humain. Mhm. En fait, ils n'ont véritablement rien d'humain à part la forme. Ce sont des humanoïdes, en fait. Ouais, c'est ça, c'est mais tout. à part ça... Ils n'ont rien d'humain. c'est vrai. On peut pas comparer notre vie à la leur, on peut pas comparer notre notion du temps, notre notion du monde, notre rapport aux choses, puisque les elfes sont
Parce qu'ils ont d'humain, c'est peut-être leurs émotions avec ce qu'elles ont de bon ou de mauvais. Et encore, pas tout à fait de la même manière. Par exemple, l'amour, ils ne peuvent tomber amoureux qu'une seule fois, mais ils peuvent sentir avoir des anges, de la loyauté, éprouver du désir aussi, de la confiance. Enfin, ils sont comme empreints de ça. Et oui, pour moi, ça rappelle un peu une thématique que j'ai déjà abordée plusieurs fois, que je trouve très importante. C'est vraiment que, en fait, toute cette histoire n'est jamais que la décrépitude de la magie en Terre du Milieu, et notamment des elfes. On parle vraiment du fait que les elfes, ils sont voués à partir, leur magie disparaît, et qu'en fait, la Terre du Milieu, elle est destinée aux hommes. Même les hobbits et les nains, les ents, etc. vont disparaître si on prend en compte le fait que notre monde est le leur. Peut-être reste-t-il des hobbits quelque part en Nouvelle-Zélande. On ira regarder pour vous, chers auditeurs. Mais du coup, voilà. Et donc, c'est vrai que voilà, moi, il y a cette thématique qui est très claire pour moi. C'est les grandes villes, les grandes guerres, les grands peuples, les grandes races d'elfes qui venaient se battre aux côtés des Valar à Beleriand. C'était avant, en fait. Et maintenant, ça arrive ça touche à sa fin, quoi. Et pour sûr. Et ces pauvres elfes, du coup, qui vivent des longues vies dans des avant, endroits ils avaient des guerres magiques. contre Sauron. Maintenant, on a des guerres contre Poutine. Franchement, quel downgrade, quoi. Et la Lorien, très bel endroit. Galadriel, Celeborn, de très beaux passages. Et puis, cette petite réconciliation entre les elfes et les nains, enfin ce début en tout cas de réconciliation, le début de l'amitié entre Legolas et Gimli. Tout à fait. Très beau passage. Et une rencontre déterminante pour Sauron. Une rencontre déterminante pour Frodon, lorsqu'il est confronté au miroir, à ses visions. C'est pour ça, moi aussi, d'une certaine manière, c'est un moment important, parce qu'il préférerait rentrer chez lui. Mais au final, il sait au fond de lui-même qu'il s'est juré d'accompagner Frodon jusqu'au bout. On parle aussi de beaucoup Et pour Galadriel aussi, ça va être un moment décisif, parce qu'elle, ça va lui permettre de tourner la page d'une certaine manière de ce qu'elle aurait pu souhaiter avec cet anneau, à savoir régner et dominer la terre, mais pour faire le bien. Et être reine, parce que c'est ce qu'elle souhaitait être. Oui, ce fameux test qu'elle se fait à elle-même en un sens, et qu'elle va faire un peu au reste de la communauté aussi, un peu après. Et j'allais reparler justement de l'espèce de résilience en fait, qu'a Frodon, ce côté de... En fait, malgré aussi son côté, la destinée, etc., le fait que... Il retrouve ses manches et qu'il y va, quoi. C'est le bon petit gars qui a eu une sale corvée qui lui est tombée dans les mains, et plutôt que de dire c'est pas mon problème, il la prend et il va le faire le mieux qu'il peut. Il accepte. Adieu mélancolique à la Lorienne, adieu beau passage, les fameux cheveux d'or. Certes, mais avec des beaux cadeaux. Des cordes. Des cordes, de la terre surtout. Les cordes n'étaient pas vraiment des cadeaux. Dit comme ça, des beaux cadeaux, des cordes et de la terre. Super. Une terre tellement spéciale. Et des capes. Cette terre, quand on sera dans les derniers chapitres, l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier chapitre du Retour du Roi, on sera très, très content que Sam l'ait gardé. Mais du bon loot, comme je disais dans le dernier épisode. Et puis c'est bien, des capes un peu magiques, des broches qui vont servir aussi. Je sais pas si c'est repris c'est repris, je pense, dans les livres. Il le mettait. En tout cas, il ne précisait pas que... Non, mais que Merry va... Merry ou Pipin va retirer ça. On verra. On verra. On n'y est pas encore. Et puis on arrive à la fin, en fait. Maintenant, à la fin, le grand fleuve. La descente du fleuve, la descente, et puis... Legolas qui abat une créature ailée portant un Nazgûl comme ça, d'une seule flèche. Et la tentation de Boromir. Mais alors, intéressant, on n'a pas du tout encore cette notion du groupe d'orques qui les poursuit, pour l'instant. Il y a quand même il y a du teasing. Il y a eu des flèches. Alors, l'absence complète de ce groupe d'Uruk-hai qui a été créé par Saruman, qu'on voit dans les films avec l'Urt, etc., le build-up, tout ça n'est pas présent. C'est pas présent en effet, mais il y a, tu vois, tout de même je trouve des indices, parce que maintenant on le sait qu'ils vont affronter une compagnie d'orques, mais il y a tout de même, d'Uruk même d'ailleurs, après c'est toujours la distinction entre les deux est toujours assez spéciale. Un mélange entre les en tout cas, et les orques. Il y a ceux d'Isengard et il y a ceux qui viennent d'autres endroits. Mais il y a quand même des mentions dans le chapitre qu'on vient de faire sur qu'à certains moments, Frodon entend des cris, il pense que c'est ses amis qui le cherchent. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est déjà des orques qui sont en train de se battre ? On ne sait pas. Il y a aussi Legolas et Aragorn qui sentent qu'il y a une présence d'orques qui arrive et en même temps un mal intérieur à la communauté. Et en tout cas, il y a plusieurs mentions aux orques qui sont dans les parages, qui ont peut-être passé la rive. Oui. On sent qu'il y a quelque chose, il y a un affrontement qui va arriver, il y a quelque chose qui arrive. Au final, pour moi, c'est la même chose. Il y a une compagnie d'orques et dans le film, il y a une compagnie d'orques d'Uruk. Oui, je sais, mais elle est moins précise ici, elle est encore plus absente. Mais pour moi, il n'y a pas de changement vis-à-vis de l'histoire. C'est juste qu'évidemment, Peter Jackson a dû donner un peu plus de... Il a créé personnalité. Il fallait un climax aussi pour terminer le film et pour avoir la mort de Boromir pour clôturer cet épisode. Et l'Urt,
Son nom n'est pas mentionné dans les films. L'autre On n'existe- connaît ça via... Enfin, moi, je connais ça via Non, oui, c'est IMDb, quoi, mais au final... Son nom n'est pas mentionné, mais bon, il y a quand même ce personnage de l'Uruk, chef, voilà, qui... Mais l'ours n'existe pas dans les livres. En fait, celui qui existe, c'est celui que l'on voit dans les 2 tours, dans le film, qui s'appelle Ougluk. C'est celui qui dit ils ne sont pas à manger, qui décapite un orc qui veut manger les jambes de Merry et Pippin. Lui est le vrai chef de cette fameuse troupe, et l'ours a été inventé pour avoir un méchant qu'on pouvait sacrifier à la fin du premier film. Ouais. qui est vachement stylé d'ailleurs. Qui est très stylé, qui se prend... Et qui d'ailleurs envoie un vrai couteau sur Aragorn, sur l'acteur en fait. Dans le tournage, il se fait planter par Aragorn, il retire le couteau et il lui jette dessus. Il le lance à côté. Il devait le lancer à côté et il a trop bien visé et le couteau a vraiment été sur l'acteur Viggo Mortensen. Et du coup, le plan où on voit Viggo Mortensen dévier le couteau avec son épée, c'est une vraie lame qu'il dévie et qui pouvait le planter potentiellement. Ben moi, je savais surtout. Elle était émoussée, mais il aurait pu mais ça aurait pu être dangereux, quoi. Est-ce que vous êtes au courant que Aragorn, quand il tape... Oui, on est au courant. Non, mais en vrai, c'est vrai, ce moment, c'est absolument incroyable parce que c'est vraiment... C'est le plan qu'on voit, c'est ça qui est merveilleux. Et même... les accidents au cinéma, c'est ça qui fait un film. On va pas faire un épisode là-dessus parce que l'épisode est déjà long maintenant, mais même là, sur cette fin avec Frodon qui rejoint Sam, le plus beau moment, qui va dans l'eau. Alors pour ceux qui ne le savent pas, mais lors du tournage, Sam s'est planté une sorte d'énorme bout de verre dans le pied. Alors qu'il faut savoir qu'en plus les équipes de tournage comme ça c'est ultra sécure, donc il y avait eu des plongeurs qui avaient vérifié exactement toute la zone où il devait marcher et ils avaient laissé passer un gros bout de verre. Évidemment. Et tu sais pourquoi il l'a fait exprès, parce qu'il avait lu le livre et il était tellement dédié au rôle qu'il a vu que Sam tombait, dégringolait une colline et s'ouvrait le genou. Il s'est dit je peux pas me péter un genou, par contre m'ouvrir le pied je peux. Ne guide pas nos auditeurs et auditrices à l'erreur. Non, il l'avait pas fait exprès, mais c'est fou quand même parce qu'il, je veux dire, ils ont vérifié à mon avis le chemin qu'il a dû parcourir des dizaines de fois. Il a juste marché à l'endroit où il fallait pas. Il a marché exactement sur un gros bout de verre qui lui a transpercé le pied. Il a dû être évacué en hélicoptère. Tout de suite. Ouais, bref, voilà, il faut regarder les appendices. Il y a 19 heures d'appendices de making-of et je pense que je les ai déjà vus bien quelques fois. Et oui, c'est les anecdotes sur ce tournage, ça n'arrête pas. Elles sont toutes aussi plus drôles et sympas, pour ne pas dire grandiose. Ça reste des anecdotes de tournage, mais elles sont, je sais pas, il y a moyen autant de passer des heures dans les livres qu'il y a moyen de passer des heures dans les films, et il y a moyen encore de passer des heures dans comment est-ce que tout ça a été écrit, a été fait par Tolkien et où les films ont été réalisés, quoi. On fera les pellicules du milieu. Oh, pas mal. Mais voilà, du coup, oui, la dissolution de la communauté, qui s'arrête un peu. Ouais, moi je trouve quand même pas nécessairement climactique cette fin de livre. Oui, et en même temps, moi, je suis désolé, mais quand même, pour un lecteur qui n'a jamais lu l'œuvre ou ne connaît pas l'œuvre, d'un coup, il y a quand même Frodon et Sam qui se barrent tout seuls sans rien dire. Il y a un appel à découvrir la suite. On a envie de voir ce qui va se passer juste après. Avec clair. tout le reste de la communauté qui est complètement éparpillé sur les berges, avec des orques qui sont pas loin. Clairement, on sait qu'on est en mode. Un Boromir qui est un peu fou là. Quelque chose va se passer. Là, je suis d'accord avec ça. C'est donné. Mais du coup, ça a dû être. Encore une fois, les gens qui ont lu ça, mais vraiment dans les années 60, qui ont dit quand sort le 2 Donc oui. Ouais, non. Mais écoutez, voilà, on a du coup retraversé ce magnifique livre, quoi. Et oui, c'était déjà le dernier chapitre de la communauté de l'anneau. Alors, pour finir, je tenais d'abord à vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis déjà si loin dans le périple de nos valeureux hobbits. Ouais. À chaque épisode, je me dis, encore un pas de plus, et ce sera l'endroit le plus éloigné de chez moi, où je n'ai jamais été. Et Cyril est fixe de me répondre en chœur, il est fort dangereux, Julien, de sortir de chez soi. On prend la route, et si l'on ne regarde pas où l'on met les pieds, on ne sait pas jusqu'où cela pourrait nous mener. Eh bien pour ma part, je ne savais pas que ça nous mènerait jusqu'ici quand tu m'as parlé de ce projet il y a 6 mois, Cyril. Mais je suis très content que vous soyez avec moi, ici, au début de toute chose. Et quant à vous qui nous écoutez, je tiens à vous dire que nous n'espérions pas tant d'engouement, de bons retours et d'enthousiasme quand nous avons commencé ce podcast. C'est vrai. Et c'est un réel plaisir de se retrouver chaque semaine pour vous partager notre voyage au sein de cet univers. Alors, 1000 merci pour vos questions, vos retours, vos commentaires, vos corrections aussi. Et encore merci de nous avoir suivis avec autant d'assiduité. Ne désespérez pas trop cependant, durant les quelques semaines à venir, car nous nous retrouverons pour un épisode spécial Foire aux questions tout bientôt, grâce à toutes les questions que vous nous avez envoyées. Et d'ailleurs, vous pouvez continuer de le faire sur nos réseaux Instagram ou Facebook, ou par mail sur les pages du Gmail
Les pages du Gmail. sur lespagesdumilieu@gmail.com. N'hésitez pas à nous suivre sur ces plateformes pour ne pas manquer les sorties d'épisodes et autres posts. Nous nous retrouverons bientôt pour cette FAQ et peu de temps après pour entamer le livre des 2 tours. Ouais, vraiment un énorme merci à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous laissent des commentaires, qui nous envoient des messages. Vous êtes vraiment beaucoup plus nombreux que ce qu'on s'attendait. Et j'ai vu qu'on a reçu des messages de personnes qui faisaient des road trips en Turquie, dans des vannes, qui nous écoutaient comme ça. Enfin, vraiment, c'est complètement absurde et c'est vraiment incroyable de se dire que le travail qu'on fournit ici et qu'on vous donne et qu'on partage avec vous, et écoutez jusque-là et vous suivez jusqu'au travail, jusque dans le train, dans la voiture. Vraiment un énorme merci. C'est vrai que quand on a lancé ce projet il y a... en septembre, Cyril nous a convoqués, on avait des petits objectifs, des petits objectifs d'audience pour se dire tiens, si on a autant d'audience, ça nous donnera envie de continuer, et on a explosé ça complètement. Donc voilà, un grand merci à tous. Continuez à partager, continuez à commenter, continuez à nous écouter, et nous on continuera à vous faire vivre des aventures incroyables, on va pas s'arrêter de sitôt, hein. Et donc voilà. Passez une excellente semaine, et puis un excellent mois de pause. Ouais, petit mois de pause quand même. Oui, c'est ça. Et puis on se retrouve tout bientôt. On se retrouve à la FAQ en vrai d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines après la sortie de cet épisode. Ouais, voilà. Allez, portez-vous bien, à bientôt, et à très très bientôt Cyril et FX. À bientôt, ciao tout le monde, merci beaucoup.